So Hong s'est simplement rendu à l'association des pratiquants martiaux de Star City pour passer l'évaluation, obtenir son certificat et enfin bénéficier des avantages liés au statut de véritable pratiquant martial. Mais ce qui aurait dû être un simple test s'est rapidement transformé en une scène que personne n'oublierait. Les autres pratiquants l'ont immédiatement méprisé en voyant à quel point il était jeune, mais dès que l'examen a commencé, tout a changé. Après avoir réussi le test du sang vital, Su Hong s'est avancé vers la machine de puissance de combat et a volontairement retenu sa force, pensant qu'utiliser trop de puissance pourrait causer des problèmes. Même ainsi, son coup de poing fut si terrifiant que tout le support fut arraché et projeté contre le mur, laissant tout le monde figé de stupeur. Une machine conçue pour supporter 3000 points de puissance de combat venait d'être balayée comme de la ferraille. Cette démonstration monstrueuse parvint immédiatement aux oreilles de Wu Lingxian, le président de l'Association des arts martiaux de Star City. Curieuse au sujet du génie qui avait causé un tel chaos, elle amena personnellement Su Hong dans son bureau. Là, ce qui ressemblait à une simple rencontre se transforma en quelque chose d'encore plus incroyable. Wu lui présenta des techniques de guidage puis testa son affinité naturelle avec les attributs à l'aide d'une boule de cristal. Ce à quoi elle s'attendait, c'était du talent. Ce qu'elle vit, ce fut un miracle. Le feu atteignit 100%, puis la foudre, puis le vent, et bientôt, chaque attribut atteignit sa limite. À cet instant, Su Hong cessa d'être simplement un combattant prometteur pour devenir un génie de niveau monstrueux que personne ne pouvait ignorer. Mais il n'a pas toujours été aussi fort. Il s'entraînait autrefois avec son ami dans un dojo et son ami remarque qu'il y a quelque chose de différent dans sa technique. C'est alors que Su Hong révèle qu'il a atteint le stade de la minute de subtilité il y a 2 jours. En parlant de la minute de subtilité, il s'agit de l'un des niveaux de maîtrise martiale de ce monde, et les techniques martiales sont divisées en 5 niveaux. Le premier est le débutant, le deuxième est la minute de subtilité, le troisième est la maîtrise, le quatrième est la grande maîtrise, et le dernier est la perfection. L'ami de Su Hong est stupéfait par cela, et il dit à Su Hong qu'il est pratiquement intouchable parmi ses pairs en ce qui concerne le point du Vajra. Lorsque l'ami de Su Hong se rend compte que le gars ne se fatigue pas malgré tout l'entraînement qu'ils ont fait, il décide d'abandonner, disant à Su Hong qu'il doit rentrer chez lui parce qu'il n'est pas une bête comme lui. En sortant, ils tombent sur leur professeur, Lee, qui est là pour chercher Su Hong. Lee parle à Su Hong de l'examen martial et de la nécessité de payer 30 000 yuan pour s'inscrire, la date limite étant lundi prochain. Su Hong demande nerveusement au professeur s'il ne peut pas lui accorder quelques jours de plus, et l'homme admet qu'il connaît toute la souffrance de Su Hong. Il sait que sa famille est dans une situation difficile, mais il ne peut rien faire pour l'aider, car les règles sont les règles. Après le départ du professeur, Su Hong continue de s'entraîner, et peu après, il est le seul à rester dans la salle. Il reste là à réfléchir à sa vie jusqu'à présent. Il se souvient comment ses parents sont morts alors qu'il n'avait que 3 ans à cause d'une catastrophe provoquée par une bête féroce. Depuis lors, Su Hong vit avec sa tante et son oncle. Apparemment, après avoir découvert son talent pour les arts martiaux, ils ont décidé de soutenir son entraînement de toute leur force, car à cette époque, les pratiquants d'arts martiaux gagnent assez d'argent pour mener la belle vie. Su Hong a le cœur brisé de voir qu'il fait tout pour devenir bon en arts martiaux, mais qu'il ne fait qu'aggraver les choses. Plus tard dans la nuit, Su Hong arrive devant la porte de la maison et entend son oncle et sa tante parler de la difficulté de leur situation. Apparemment, le loyer est presque dû, mais ils sont prêts à retarder le paiement du loyer juste pour pouvoir payer les frais d'inscription de Su Hong. Ils pensent que Su Hong a un talent si exceptionnel qu'ils ne peuvent pas se retenir de le soutenir. Il s'avère que sa tante souffre même d'une maladie incurable, mais elle est prête à arrêter de prendre ses médicaments afin qu'il puisse économiser beaucoup d'argent. Cependant, son oncle refuse, disant à sa femme de continuer à prendre ses médicaments pendant qu'il prend un autre travail pour subvenir aux besoins de la famille. En entendant tout cela, Su Hong est sur le point de fondre en larmes, mais il parvient à se ressaisir et entre joyeusement dans la maison comme s'il n'avait rien entendu de leur conversation. Sa tante le gronde de s'entraîner aussi tard dans la nuit, pensant qu'il doit déjà être épuisé. Su Hong propose de les aider dans leurs tâches, mais il refuse, lui suggérant de se reposer d'abord. Allongé sur son lit, Su Hong décide qu'il doit commencer à arranger les choses lui-même parce que ses tuteurs se sont énormément sacrifiés pour lui. Comme il cherche à gagner un peu d'argent facilement, il se dit qu'il n'y a qu'un seul endroit où il peut aller en tant que cultivateur martial. Plus tard, Su Hong se rend au défi de défense de l'arène des apprentis martiaux, une arène de combat clandestine. Su Hong porte un masque de minotaure sur la tête pour dissimuler son identité, et l'animateur lui dit qu'il lui suffit de gagner 4 combats consécutifs pour repartir avec 60 000 yuan. Cependant, il n'a pas le droit de perdre, car s'il perd ne serait-ce qu'une seule fois, il ne gagnera rien. La foule n'est pas vraiment ravie de la présence de Su Hong, car c'est la première fois qu'ils entendent parler de lui ou même qu'ils le voient. Ils se moquent de lui, disant qu'il joue avec sa vie parce que l'arène clandestine n'est pas un endroit pour les débutants, à moins qu'ils ne cherchent la mort.
Voyant que la foule est indifférente à sa présence, l'hôtesse encourage Su Hong à chauffer l'ambiance. Su Hong est totalement novice dans ce genre de choses et il demande à l'hôtesse comment il est censé s'y prendre. Elle lui donne des idées, comme provoquer la foule ou même les insulter. Su Hong suit ses conseils et crie, disant à la foule qu'il est invincible tout en traitant ses adversaires de faibles. Cela ne fait qu'empirer les choses pour lui, car la foule conclut immédiatement qu'il est arrogant. La foule se tourne alors vers son adversaire, lui disant de mettre Su Hong en pièces. Su Hong comprend enfin pourquoi il s'agit d'une arène clandestine, car l'envie de tuer est omniprésente. Cependant, il n'a pas le choix, car c'est la seule façon pour lui de gagner l'argent des frais de scolarité, mais il ne peut qu'espérer que son point de Vajra lui permette de remporter quelques victoires. Su Hong analyse son adversaire et se rend compte qu'il n'est qu'un adversaire facile. Le type fait le premier mouvement, sautant vers Su Hong avec un coup de poing, mais Su Hong le contre facilement en lui écrasant la tête contre le sol, le mettant KO sans difficulté. Su Hong lève la main avec excitation, mais la foule n'est pas entièrement satisfaite de sa prestation. En un rien de temps, le prochain adversaire monte sur la scène et il assure à Su Hong qu'il va le passer à tabac, car il estime que Su Hong n'a eu que de la chance d'avoir battu son premier adversaire. Après une rapide analyse, Su Hong se rend compte que ce type est en fait plutôt bon et il lui fait signe de venir l'attaquer. Le type saute vers Su Hong avec le poing en avant, mais cette fois, Su Hong le rencontre à mi-chemin avec son propre coup de poing. Avec cela, Su Hong comprend que le type est peut-être correct, mais qu'il lui est en réalité inférieur en force. Le type s'est essentiellement découvert après une attaque, et Su Hong en profite pour lui asséner un coup de pied à la taille qui l'envoie valser. Le type est projeté contre le mur et assommé sur le cou, offrant ainsi à Su Hong 2 victoires consécutives. Pendant ce temps, l'homme en charge observe toute la scène depuis son bureau, et il est surpris par les compétences de Su Hong, même si ce dernier n'est même pas un quasi-pratiquant d'arts martiaux. Avant qu'il ne s'en rende compte, Su Hong a déjà dépassé son troisième adversaire, avec seulement un combat le séparant de 60 000 yuan. L'homme dit que Su Hong est le candidat idéal pour des combats arrangés, et son subordonné, qui porte un masque de renard, propose d'aller recruter Su Hong. L'homme dit à Monsieur Renard de ne pas révéler qu'il est déjà passé au niveau de véritable pratiquant d'arts martiaux. Pendant ce temps, Su Hong s'imagine déjà en train de tenir les 60 000 yuan dans ses mains, car il est convaincu de pouvoir gérer ses adversaires grâce à son point du Vajra au niveau subtilité minute. C'est alors que le renard, connu de la foule sous le nom de renard blanc, entre dans l'arène, et tout le monde est stupéfait. Ils ne sont pas vraiment impressionnés par la participation de renard blanc, car ils savent qu'il est plutôt fort. Lorsque Su Hong apprend que le type est un quasi-pratiquant d'arts martiaux, il comprend que le combat va être difficile, mais il n'est pas prêt à perdre. Renard Blanc remarque son malaise et l'encourage à se détendre, lui assurant qu'il va y aller doucement avec lui. L'arbitre lance alors le match, et comme Su Hong sent qu'il est inférieur à Renard Blanc, il décide de tout donner dès le début. Leurs poings se rencontrent à mi-chemin, et la force du coup indique immédiatement à Su Hong qu'il s'est trompé. Il comprend que Renard Blanc n'est pas un quasi-pratiquant d'arts martiaux, mais un véritable pratiquant qui a délibérément réprimé l'énergie vitale de son sang. La sueur coule le long de son corps, et avant même qu'il ne comprenne ce qui se passe, Renard Blanc le projette au loin d'un coup de poing avec sa technique du point de la ruée du tonnerre, qui est une triple résonance du point de la ruée du tonnerre. Su Hong s'écrase au sol, les attaques ravageant son corps. La foule est stupéfaite en voyant cela, et elle conclut que Su Hong est fini. Le combat continue et Su Hong est forcé de rester sur la défensive. Renard Blanc continue de provoquer Su Hong, lui disant de montrer son vrai visage car il semble faible. Su Hong, quant à lui, ne peut même pas bouger de là où il est, et il sait pertinemment que si cela continue, il est mort. Il cherche une ouverture lorsque Renard Blanc lui assène un coup de poing en plein visage qu'il envoie valser au loin. Su Hong s'écrase au sol, le visage défiguré, réalisant qu'il est en train de perdre connaissance. Renard Blanc pose sa jambe sur lui, lui disant que si cela continue, il ne pourra pas obtenir l'argent du prix qui lui a été promis. Cependant, il lui fait savoir qu'il a une proposition à lui faire. Il lui dit de les rejoindre et de truquer des combats pour eux, tout en empochant l'intégralité de la récompense du match. Su Hong dit avec assurance à Renard Blanc qu'il n'est pas intéressé par quelque chose d'aussi honteux. Le ton et l'expression de Renard Blanc changent alors qu'il dit à Su Hong de reconsidérer sa décision, car il ne peut pas leur dire non. Cependant, Su Hong leur dit qu'ils devraient se couvrir le visage de honte, car ils se prétendent pratiquants d'arts martiaux alors qu'ils font ce genre de sales coups. Puisque Su Hong ne va pas accepter son offre, Renard Blanc lui dit qu'il va le rendre inutile afin qu'il ne puisse plus jamais pratiquer les arts martiaux. Renard Blanc lance un coup de pied à Su Hong, mais au moment où Su Hong réalise la gravité de ce que Renard Blanc vient de dire, il se ressaisit et esquive l'attaque. Il se remet sur pied avec la détermination farouche de ne pas avoir le droit d'échouer.
Renard Blanc est surpris de voir que Su Hong peut encore tenir debout alors qu'il vient de subir toute la puissance de son poing de la ruée foudroyante. Ce que Renard Blanc ignore, c'est que Su Hong est animé par la volonté de devenir un pratiquant d'arts martiaux afin de permettre à sa famille de mener une bonne vie. Pendant un instant, il envisage l'offre de Renard Blanc, mais il l'écarte aussitôt, car il n'est pas du genre à accepter une offre aussi médiocre pour construire son avenir. Soudain, une fenêtre de statut apparaît devant lui et le système lui demande ce qu'il est prêt à donner pour sa famille. Sans hésiter, Su Hong répond qu'il donnerait tout. Une aura écrasante tourbillonne autour de son corps, et il se retrouve soudainement dans un espace étrange. Devant lui se tient une immense silhouette dorée qui dit à Su Hong qu'il va lui donner une chance. Soudain, une fenêtre de statue dorée apparaît devant Su Hong, affichant ses statistiques et ses techniques. Su Hong se demande s'il s'agit d'un écran tactile, mais il confirme aussitôt que c'en est un d'une simple pression de la main. Il consulte la section des tâches, où il trouve une mission intitulée Chemin de la Reine. Il est censé perfectionner ses arts martiaux dans cet espace, puis retourner à l'extérieur pour affronter White Fox. Comme il s'agit du tutoriel pour débutants, il est informé qu'il n'y a aucune récompense à la clé. Su Hong se demande en quoi consiste la tâche lorsque son clone apparaît derrière lui et lui assène un coup de poing à la tête. Su Hong l'évite de justesse et se rend compte que son clone utilise la même technique que lui. En réalité, la technique de son clone semble même plus raffinée que la sienne, qui correspond plutôt à un niveau standard de manuel. Puisqu'il s'est trouvé un adversaire digne de ce nom et un exemple dont il peut s'inspirer, Su Hong décide de tout donner. Su Hong s'élance vers son clone, mais ce dernier esquive facilement son attaque avant de contre-attaquer, repoussant Su Hong en arrière. Soudain, Su Hong se rend compte que la progression de sa technique est passée à 10%, alors qu'elle était à 7% avant le début du duel. C'est alors que Su Hong comprend une vérité simple, son clone peut l'aider à maîtriser sa technique plus rapidement. Su Hong se précipite vers lui et ils commencent à échanger des coups, chaque point augmentant la maîtrise de la technique. Avant même de s'en rendre compte, il maîtrise un tas de techniques simplement en s'entraînant avec son clone et en se faisant battre par lui-même. Après une séance intense, il reçoit enfin un message de félicitations du système lui annonçant qu'il a accompli la tâche. On lui demande s'il veut retourner à la réalité et il répond oui. De retour dans la réalité, White Fox pense que Su Hong fait juste le malin en jouant les types cool et mystérieux. Il fonce vers Su Hong et lui lance un coup de poing au visage, mais tout ce qu'il attrape, c'est l'image rémanente de Su Hong. Su Hong esquive facilement l'attaque du gars tout en lui disant qu'il est trop lent. La prochaine chose que White Fox réalise, c'est un coup de poing qui arrive droit sur son visage, brisant son masque et réarrangeant les os de son visage. Un seul coup de poing de Su Hong met White Fox à terre, tandis que la foule devient complètement folle. Su Hong se tourne alors vers l'hôtesse et lui demande quand il va recevoir son argent, car il vient de gagner son 4e combat. La femme est complètement stupéfaite par ce qu'elle vient de voir, et elle prend son temps avant d'annoncer Su Hong comme le vainqueur, tout en révélant qu'il va recevoir la récompense de 60 000 yuan. Le propriétaire de l'établissement est abasourdi par ce qu'il vient de voir, se demandant comment un apprenti en arts martiaux peut maîtriser la technique du poing de Vajra. L'homme ordonne alors à 2 de ses hommes de suivre Su Hong afin qu'ils puissent découvrir qui il est. Sur le chemin du retour, Su Hong se rend rapidement compte qu'il est suivi, et il ne perd pas de temps à utiliser une manœuvre qui sème les types à ses trousses. Il se demande où il a bien pu disparaître, sans savoir qu'il se trouve juste au-dessus d'eux. 1 heure plus tard, Su Hong rentre chez lui et remet à ses tuteurs l'argent qu'il vient de gagner. Ils sont stupéfaits en voyant cela et lui demandent d'où vient cet argent. Su Hong ment en disant qu'il a gagné cet argent en étant partenaire d'entraînement au dojo où il travaille. Il ajoute qu'ils ont décidé de sponsoriser sa formation à cause de son talent, et l'oncle est surpris d'entendre cela puisqu'il s'était déjà plaint du fait que le dojo était radin. Su Hong les rassure, leur demandant s'ils ne lui font pas confiance. Les deux reprennent immédiatement leurs esprits, convenant que leur neveu ne leur mentirait jamais. Plus tard dans la nuit, Su Hong monte sur le toit pour réfléchir à la belle journée qu'il vient de passer. Il a réussi à régler l'inscription à l'examen d'arts martiaux et même à trouver une solution pour son loyer. En fait, les frais médicaux de sa tante ont été couverts en partie. Su Hong est heureux d'avoir pu transformer le danger en sécurité grâce au système, mais il se rend compte qu'à part les niveaux de technique, les autres valeurs n'ont pas changé. Il remarque qu'il y a quelque chose appelé la valeur du Dao martial, mais il ne sait pas à quoi cela sert. Le système lui indique que vaincre un adversaire d'un niveau supérieur lui rapporterait 67 points de valeur du Dao martial, et que ceux-ci peuvent être utilisés pour augmenter le sang vital et les techniques martiales, il doit donc les utiliser judicieusement. Su Hong décide de l'essayer immédiatement et il augmente son sang vital, ce qui se reflète aussitôt sur son corps. Son sang vital atteint la barre des 90 et il se rend compte qu'il a atteint le niveau de quasi-praticien martial.
Il décide d'ajouter tous les points qu'il possède à son sang vital et il remarque immédiatement une augmentation de sa force physique, tandis que la plupart de ses blessures se sont également complètement rétablies. Comme il ressent une puissance écrasante dans son corps, il se dit que trouver un bon endroit pour la tester est la meilleure solution. Il décide de se rendre au terrain d'entraînement martial de l'école où se trouve un testeur de puissance de combat. Quelques instants plus tard, il arrive sur le terrain d'entraînement martial du lycée numéro 1 de Star City où se trouve l'appareil. Il s'avère que c'est un testeur de combat de premier niveau et il décide d'utiliser 70% de la puissance de son poing pour l'essayer. Il prend une profonde inspiration avant de frapper l'appareil et à sa grande consternation, il le détruit. Su-hong sait qu'il est fichu s'il découvre que c'est lui qui a abîmé la machine. En même temps, il en conclut simplement que la machine est de mauvaise qualité, c'est pour ça qu'elle s'est cassée aussi facilement. Soudain, il entend quelqu'un venir dans sa direction, car ils ont entendu le bruit provenant du testeur. Il s'avère que c'est le principal et le vieil homme manque de perdre la tête en réalisant que le testeur de l'école a été détruit. Il conclut immédiatement que c'est l'œuvre des deux génies de l'école, Chen Shan et Li Tu. Le principal décide de donner une leçon aux deux élèves lorsque l'école reprendra. Plus tard, les élèves se rassemblent dans le gymnase de l'école et Su-hong remarque que Chen Shan est couvert de bleu. Il demande à son ami ce qui s'est passé et il lui explique que Chen Shan a été battu parce qu'il a cassé le testeur de terrain la veille au soir. Su-hong ne peut même rien dire à cela car il se rend compte que le vieil homme a tout fait pour que Chen Shan porte le chapeau. À ce moment-là, le principal arrive et crie aux élèves de se taire, leur annonçant qu'il a invité l'un de ses camarades d'armes, un pratiquant martial de rang 3. En gros, il est là pour enseigner à tout le monde un art martial de rang C, le point de l'éclair foudroyant. Les élèves sont stupéfaits, car c'est la première fois qu'ils vont voir un pratiquant martial de rang 3. Apparemment, les dojos extérieurs facturent habituellement des centaines de milliers pour enseigner des arts martiaux de rang C, mais ils vont l'apprendre gratuitement à l'école. Su-hong, quant à lui, se souvient que c'est la même technique que White Fox a utilisée lors de leur combat. Su-hong admet que c'est une technique assez puissante puisqu'il s'agit d'un coup de poing à triple résonance. Puisque l'occasion ne se présentera peut-être qu'une seule fois, Su-hong compte en profiter au maximum. Le formateur dit alors aux élèves de bien faire attention car il ne va démontrer la technique que 10 fois, du début à la fin. Il leur fait savoir que la quantité qu'ils apprendront dépendra d'eux. Sans perdre de temps, le formateur commence la démonstration et donne un coup de poing tout en expliquant que la frappe du tonnerre comporte plusieurs niveaux. En gros, chaque coup de poing produit un grondement tonitruant et à la maîtrise, il en produit 3 résonances. Au niveau de la subtilité minutieuse, il en produit 5 et à une plus grande maîtrise, il en produit 7, ce qui correspond au niveau actuel du formateur. Cependant, il leur fait savoir que si la technique est perfectionnée, elle peut produire 9 résonances. Néanmoins, il leur dit de ne pas se précipiter, car même s'ils n'atteignent que le niveau débutant ce jour-là, ce sera suffisant. Le formateur leur demande alors de suivre son exemple alors qu'il commence la deuxième démonstration. Quelques heures plus tard, les élèves sont déjà épuisés et personne n'a encore réussi à y parvenir. Étonnamment, Su-hong n'est plus dans la salle et son ami se demande où il a bien pu disparaître. Quelques instants plus tard, Chen Shan atteint le niveau débutant et il reste le seul parmi les élèves à y être parvenu. Cela prouve encore davantage son statut de génie de l'école. Le directeur dit avec enthousiasme au formateur que Chen Shan est le génie de l'école et il lui demande s'il serait intéressé à lui donner quelques conseils. Cependant, le formateur est déçu par ce que le directeur qualifie de génie dans sa classe. Il dit à l'homme que Chen Shan est tout au plus moyen. En se dirigeant vers l'entrée de l'école, le formateur dit au directeur Li que ses élèves sont des bons à rien et qu'il lui a en gros fait perdre un bon voyage. Li dit au formateur qu'il devrait déjà être content d'avoir trouvé un élève ayant atteint le niveau débutant car obtenir un génie de haut niveau est pratiquement impossible. Le formateur répond alors au vieil homme que la cultivation martiale est rude, ce qui signifie que le talent est primordial. Le directeur acquiesce en disant que se reposer uniquement sur les efforts sans la destinée est quasiment impossible. Soudain, ils aperçoivent un élève en train de s'entraîner sur le terrain de l'école et il s'agit de Su-hong, mais comme il leur tourne le dos, ils ne le reconnaissent pas. Sous leurs yeux, Su-hong parvient à manier le point tonnerre des 7 résonances, ce qui les choque. Le formateur demande à Li qui est Su-hong, mais ce dernier ne sait même pas qu'il a quelqu'un d'aussi talentueux dans son école. Ils sont encore plus stupéfaits en réalisant que Su-hong a atteint une maîtrise supérieure dans ce que le formateur leur a montré il y a seulement quelques heures. À ce moment-là, Li remarque que le formateur reste immobile, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Li lui demande quel est le problème, mais soudain, le formateur annonce au principal qu'il a enfin compris ce qu'il doit faire. Il serre le poing et lance un coup de poing pour activer les 8 résonances, ce qui choque Li. Li n'en revient pas que le formateur ait réussi à percer à ce moment-là et l'homme révèle que regarder Su-hong lui a donné de l'inspiration.
Il admet qu'il n'aurait peut-être jamais pu percer sans lui. Cependant, il suggère qu'ils ignorent toutes les conversations ennuyeuses et qu'ils découvrent simplement qui est l'élève. Ils se précipitent sur le terrain, mais à leur grande surprise, Su-hong a déjà disparu. Alors qu'ils s'éloignent de l'école, Su-hong exprime sa surprise face à la fatigue que procure la cultivation d'une technique de rang C. Puisque son point de l'éclair fulgurant a déjà atteint la perfection, il se dit qu'il doit trouver un moyen de gagner de la valeur du Dao martial pour percer et devenir pratiquant martial dès que possible. Il se demande s'il va gagner des points en s'entraînant avec quelqu'un plutôt qu'en risquant sa vie dans une situation de vie ou de mort. Plus tard, Su-hong arrive au dojo de la foudre où il travaille à temps partiel. En entrant dans le dojo, son ami lui demande pourquoi il est là ce jour-là et Su-hong répond qu'il est simplement venu s'entraîner un peu. Pendant ce temps, un élève aux cheveux violets est occupé à se disputer avec un autre élève. Su-hong demande à son ami quel est le problème, et celui-ci lui révèle que le nouvel instructeur est le professeur du garçon aux cheveux violets. En gros, l'instructeur est plutôt fort, mais il méprise les gens du peuple comme s'ils n'étaient pas humains. Le garçon aux cheveux violets s'appelle Lian, et il est lui aussi assez fort. Lian est sur le point de frapper l'élève avec qui il se dispute quand Su-hong lui attrape le bras, lui disant de se calmer. Lian est furieux qu'un gars ordinaire l'ait attrapé et il exige de savoir qui il est. En fait, il dit à Su-hong de l'affronter en 1 contre 1 dans l'arène s'il se croit si fort. Su-hong n'hésite pas avant d'accepter le défi, mais l'instructeur arrive au bon moment pour tout gâcher. Il leur dit de se préparer pour le cours et Lian provoque Su-hong en lui disant qu'il a littéralement eu de la chance. L'instructeur révèle alors que c'est son dernier jour à enseigner aux élèves l'art de la lance de la mer furieuse, qu'il ne va démontrer qu'une seule fois, comme il l'a toujours fait. Au fond de lui, l'instructeur ne s'attend pas à ce qu'aucun d'entre eux l'apprenne, car il pense qu'ils sont tous des bons à rien. L'instructeur fait comme il l'a promis et démontre la technique une seule fois, mais Su-hong parvient à tout mémoriser. L'instructeur s'éloigne, disant aux élèves que le reste dépend d'eux, mais il lui crie dessus, lui reprochant de n'avoir fait la démonstration qu'une seule fois. Pendant qu'ils se disputent et protestent tous, Su-hong commence à essayer ce qu'il vient de mémoriser. À la surprise générale, Su-hong réussit très bien, laissant ses camarades sous le choc. Les élèves commencent à croire qu'ils sont vraiment stupides et que c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à l'apprendre. À ce moment-là, Lian entre à nouveau dans la pièce car il peut entendre l'excitation des élèves depuis l'autre salle. Il est surpris de voir que Su-hong a réellement appris la technique et il décide qu'il doit tester la profondeur du gars pour voir s'il est vraiment un génie. Lian attire l'attention de Su-hong, lui disant qu'il aimerait lui donner quelques conseils sur l'art de la lance. Su-hong accepte, ce qui inquiète beaucoup l'ami de Su-hong. Il dit à Su-hong que même si Lian est arrogant, il est en réalité fort. Su-hong dit alors à son ami de ne pas s'inquiéter pour lui, puis il pointe sa lance vers Lian en le provoquant. Lian est énervé par l'arrogance de Su-hong et fonce sur lui avec sa technique, mais Su-hong le rencontre à mi-chemin avec une technique plutôt impressionnante lui aussi. Lian reste sous le choc, tout en se demandant comment Su-hong a pu maîtriser sa technique aussi rapidement, alors qu'il n'est même pas un pratiquant d'arts martiaux. Les deux continuent à s'échanger des coups. Su-hong entre dans un état de flow, les yeux brillants, et finit par faire voler la lance de Lian hors de ses mains. Le système l'informe immédiatement qu'il a reçu 35 points parce qu'il a vaincu un adversaire d'un niveau supérieur au sien. Su-hong est satisfait de voir cela, car c'est exactement ce qu'il soupçonnait. Puisque les combats d'entraînement normaux peuvent lui rapporter des points, il se dit qu'il n'a qu'à continuer à s'entraîner avec plus de personnes. Lian, quant à lui, est à genoux, se demandant comment il a pu être vaincu par quelqu'un qu'il considère comme un moins que rien. Il ne veut pas accepter la défaite, alors il se relève et fonce vers Su-hong avec un coup de poing, mais l'instructeur arrive juste à temps pour arrêter le combat. L'instructeur s'approche de Lian et lui donne une gifle, lui disant qu'il ne pourra jamais vraiment se considérer comme un pratiquant d'arts martiaux s'il n'est pas capable d'affronter l'échec. Lian n'arrive pas à croire qu'il vient de se faire réprimander par son maître à cause de Su-hong. Au fond de lui, l'instructeur se demande comment Su-hong a pu atteindre la maîtrise simplement en regardant sa démonstration une seule fois. Le type sait que même les génies de la capitale auraient eu du mal à faire ce que Su-hong vient de faire. Il sait que Lian est talentueux, mais il est trop arrogant, et il pense qu'être humilié par Su-hong lui apprendra les bonnes manières. L'instructeur attrape la tête de Lian et le force à s'incliner devant Su-hong. L'instructeur s'excuse également auprès de Su-hong, lui disant que c'est de sa faute s'il n'a pas bien enseigné à Lian. Su-hong n'en revient pas de la rapidité avec laquelle l'instructeur peut changer de ton. Ce soir-là, Su-hong rentre chez lui et, en chemin, il examine les récompenses qu'il a obtenues grâce au combat amical et aux enseignements. Même s'il est épuisé, il est reconnaissant pour les récompenses. Il se rappelle que l'examen de l'école approche dans quelques jours et que les élèves qui ont de l'argent se sont procurés des armes en alliage de haute qualité, ce qui signifie qu'il doit lui aussi se préparer une arme.
Comme la lance qu'il a utilisée lui semblait vraiment confortable, il a décidé de rester sur les lances et il en a conclu qu'il devrait acheter une lance en alliage. Cependant, il n'a que très peu d'argent, ce qui n'est même pas suffisant pour le traitement de sa tante, sans parler d'acheter une lance. Il commence à se creuser la tête pour savoir s'il existe un autre moyen de gagner de l'argent, et c'est alors qu'il remarque qu'une information importante est affichée à l'écran. Il s'avère que le seigneur de la ville recrute des pratiquants martiaux en raison du nombre croissant de bêtes féroces. Su Hong ajoute immédiatement cela à sa liste de choses à faire. Quelques instants plus tard, il arrive à la maison et se met aussitôt à la tâche sur laquelle sa tante travaille pour l'aider. Il aide à poser des patchs de massage sur le dos de son oncle tout en lui disant de ne plus trop se fatiguer puisqu'il peut désormais gagner de l'argent pour la famille. Son oncle admet que ce serait bien, mais il ne pense pas pouvoir rester sans rien faire. Son oncle lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne gagne qu'un peu pour les dépenses quotidiennes, donc il ne va pas se surmener. La tante de Su Hong lui rappelle alors qu'il aura besoin de beaucoup d'argent plus tard pour son entraînement aux arts martiaux, c'est pourquoi ils veulent économiser autant que possible pour lui. Su Hong comprend immédiatement que son oncle et sa tante ne s'assiéront pas pour se reposer parce qu'ils sont déjà habitués à vivre des temps difficiles, ce qui signifie que la seule solution est de gagner une somme d'argent folle pour leur assurer qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de travailler jusqu'à l'épuisement. Cela renforce encore sa décision de gagner de l'argent grâce à la chasse aux bêtes féroces. Cependant, il sait que la nature sauvage est dangereuse, et pour être en sécurité, il comprend qu'il doit augmenter sa force autant que possible. Il décide d'investir tous les points de Dao martial qu'il possède dans le sang vital. Après avoir ajouté tous les points qu'il a, son niveau de sang vital grimpe à 95,2, ce qui n'est plus qu'à un pas de devenir un pratiquant martial. Après 2 jours entiers d'efforts acharnés, Su Hong parvient à perfectionner toutes ses techniques martiales. Puisque ses préparatifs sont désormais terminés, il se dit qu'il est temps de quitter la ville pour chasser les bêtes. Ce samedi-là, Su Hong se rend à la base des pratiquants martiaux de Star City, et comme c'est la première fois qu'il s'y rend, il est surpris de voir à quel point c'est loin. En entrant dans la base, elle se rend compte qu'elle est remplie de pratiquants martiaux que l'on ne croise pas tous les jours. Su Hong prend un manuel où il apprend les points attribués pour chaque bête féroce vaincue, du premier rang, du stade initial jusqu'au stade avancé. Il s'avère qu'après avoir tué une bête féroce, il faut lui couper l'oreille gauche comme preuve, sinon la mise à mort ne sera pas comptabilisée. Il regarde autour de lui lorsqu'il remarque un groupe entrant dans la base. Le grand gaillard parmi eux porte un gros sac sur le dos, manifestement rempli d'oreilles gauches. L'arrivée du groupe attire l'attention de tout le monde, et à la tête du groupe se trouve un gars blond, Yo. Su Hong remarque quelque chose d'étrange dans son aura et sa tenue, ce qui lui fait penser que Ye est White Fox de l'arène souterraine. Il s'avère que les pratiquants n'aiment pas vraiment Ye, et la plupart d'entre eux l'auraient déjà passé à tabac si son oncle n'était pas le responsable de la base. Ye remarque bientôt Su Hong debout au loin, et leurs regards se croisent. Su Hong comprend immédiatement qu'il doit se méfier des humains, en plus de se méfier des bêtes. Après avoir réglé ses affaires, Su Hong dit à l'officiel qu'il part seul, et l'officiel pense que Su Hong va simplement mourir dans la nature parce qu'il essaie de prouver qu'il est courageux. Alors qu'il s'enfonce dans les bois, Su Hong prend la décision de revenir avec un sac rempli d'oreilles de monstres. 2 heures plus tard, Su Hong commence déjà à s'énerver car il a marché sans apercevoir la moindre bête. Comme il a fait le tour des abords sans succès, il décide de s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Il n'a même pas été très loin quand il tombe sur un loup lunaire fantôme, une bête féroce de rang 1 au stade initial. C'est la première fois qu'il en voit un en vrai, et la bête ne perd pas de temps à bondir vers lui avec l'intention évidente de le déchiqueter. Alors que la bête fonce sur lui sans réfléchir, Su Hong la rencontre à mi-chemin avec un coup de poing puissant qu'il envoie valser contre un arbre. D'un simple coup de poing de Su Hong, le monstre est envoyé dans l'au-delà. Même s'il tremble, Su Hong ne peut s'empêcher d'admettre que l'expérience était bien plus palpitante qu'il ne l'avait imaginé. Il se rend compte qu'avec sa force actuelle, il peut tuer une bête féroce de rang 1, stade initial, en un seul coup, ce qui le pousse à se demander comment il s'en sortirait face à une bête de rang 1, stade intermédiaire. Pendant ce temps, il est traqué par un autre monstre qu'il observe depuis les profondeurs de la forêt. Soudain, le monstre passe à l'attaque, et il s'avère que c'est un ours noir furieux, une bête féroce de rang 1, stade intermédiaire. Il bondit vers Su Hong, cherchant à le prendre par surprise, mais Su Hong l'abat lui aussi assez facilement. Avec cela, Su Hong conclut qu'il n'est en aucun danger tant qu'il ne tombe pas sur des bêtes féroces de rang 2. Su Hong coupe l'oreille de l'ours et sourit car il vient de s'assurer une prime de 3000. À ce moment-là, le système lui annonce qu'il a désormais assez de points de Dao martial pour percer et devenir un pratiquant martial. Soudain, il ressent une présence écrasante au loin, ce qui attire son attention. Cela laisse Su Hong se demander quel type de bête pourrait émettre une présence aussi terrifiante.
Il décide d'aller voir et fonce vers l'endroit d'où provenait l'aura. Lorsqu'il arrive sur place, il découvre un groupe de pratiquants martiaux en train de se faire déchiqueter par un effrayant python géant de jade noir, une bête féroce de rang 1, stade avancé. L'un des pratiquants martiaux tente de bloquer le serpent avec son bouclier, mais il est projeté contre un rocher, ce qui met finalement fin à sa dette de vie. Avant même qu'il ne s'en rende compte, il réalise que le serpent s'est focalisé sur lui. Le serpent fonce sur lui, le forçant à bondir frénétiquement en arrière. Cependant, le serpent est si rapide qu'il parvient à réduire la distance en un rien de temps, assénant un coup qui fait cracher du sang à Su Hong. Su Hong essuie le sang dans sa bouche, puis il saisit la lance d'un des pratiquants morts, disant à son camarade décédé qu'il aimerait lui emprunter sa lance. Su Hong se tient alors sans peur devant le serpent, mais cela ne fait qu'énerver encore plus le serpent. Le serpent fonce sur Su Hong avec férocité, obligeant Su Hong à s'enfuir. En gros, vaincre ce type de monstre nécessiterait qu'un groupe de pratiquants martiaux travaille ensemble. Cependant, toutes ces techniques martiales ont atteint la perfection, et il peut facilement tuer un ours noir furieux de niveau 1, stade intermédiaire, donc il pense avoir une chance contre le python. Su Hong utilise ses techniques de déplacement pour essayer de prendre l'avantage sur le serpent avant de l'attaquer avec son art de la lance. La lance traverse le corps du serpent, le faisant hurler de douleur. La lance ressort de l'autre côté, et Su Hong se précipite rapidement pour la récupérer. Il retire la lance et la lance à nouveau sur le python. Cette fois-ci, la lance transperce le cou du serpent, y laissant un trou tandis que le python devient encore plus furieux. Le serpent se jette violemment sur Su Hong, essayant de le prendre par surprise, mais Su Hong est trop agile pour que le serpent puisse l'attraper. En raison de la différence de taille entre eux, Su Hong sait qu'il lui est assez difficile d'asséner un coup fatal en une seule attaque. Puisqu'il en est arrivé là, il comprend qu'il ne peut qu'affaiblir la bête autant que possible jusqu'à ce qu'il soit en mesure de porter le coup fatal. Tout en esquivant les mouvements du serpent, Su Hong assène un puissant coup de poing au corps du serpent avant de repartir chercher sa lance. Su Hong a pris l'habitude de mettre de la distance entre lui et le serpent après chaque attaque afin de trouver une nouvelle ouverture pour frapper à nouveau. Même si cette méthode épuise son endurance, il n'a pas le choix car c'est la seule méthode sûre qu'il puisse utiliser. Alors qu'il allaite comme un chien, Su Hong remarque que le serpent commence lui aussi à être épuisé. Su Hong est convaincu qu'il peut vaincre le serpent après encore quelques échanges. Cela motive Su Hong et alors qu'il s'apprête à entamer une nouvelle phase d'attaque, il sent quelque chose d'étrange derrière lui. Il regarde derrière lui et voit le grand gaillard de l'équipe de Ye bondir vers lui avec un coup de poing. Su Hong parvient à lever le bras juste à temps pour bloquer l'attaque, mais il est projeté au loin sous la force du coup puissant. Su Hong réussit à se mettre à genoux tout en toussant violemment à cause de l'attaque. Il lève les yeux et voit Ye et sa bande arriver en nombre, et sans hésiter, Ye ordonne à Su Hong de lui remettre le python. Ye dit à Su Hong qu'il pensait qu'il mourrait dans la forêt parce qu'il l'a vu quitter la ville seul. Cependant, il est surpris qu'il ait eu la chance de tomber sur un python blessé. Pendant qu'ils discutent, le python est déjà à l'agonie. Et puisque Ye a affirmé qu'il avait simplement eu de la chance de trouver le python, Su Hong comprend qu'ils viennent tout juste d'arriver. Su Hong sait qu'il est en infériorité numérique et pour aggraver les choses, ils sont des pratiquants martiaux. Su Hong réfléchit à la suite à donner quand le grand type se jette à nouveau sur lui. Il crie sur Su Hong, lui ordonnant de dégager, mais Su Hong est submergé par la colère. Il crie sur le gars, lui disant qu'il n'a été obligé de repousser sa première attaque que parce que c'était une attaque surprise. Il demande au gars s'il pense vraiment qu'il n'est pas capable de tous les battre. Su Hong rencontre alors le gars à mi-chemin avec un coup de poing puissant, et avant même qu'il puisse réagir, il se prend un coup de poing à la tête. Le type est projeté au sol, ce qui l'élimine définitivement de la scène. En voyant les compétences de Su Hong, Ye comprend immédiatement qu'il s'agit du gars Minotaur de l'arène souterraine. Ye dit à Su Hong qu'il est littéralement la première personne à l'avoir humilié aussi gravement devant autant de monde. Ye ordonne alors à ses sbires de tuer Su Hong. Voyant qu'il va se faire attaquer, Su Hong saisit la lance et s'élance dans la forêt. Les types se lancent à sa poursuite, mais grâce à la densité de la forêt, Su Hong parvient à rester caché. Cependant, le gang n'a pas peur de Su Hong puisqu'il est seul. Soudain, Su Hong surgit de nulle part et avant même que le gaz au masque ne comprenne ce qui se passe, il se fait violemment plaquer au sol. Su Hong disparaît aussitôt et Ye se rend compte que notre gars est vraiment rapide. À ce moment-là, les sbires de Ye commencent à s'inquiéter car la technique que Su Hong vient d'utiliser n'est pas à prendre à la légère. Cependant, Ye leur crie dessus, leur ordonnant de la fermer. Pendant ce temps, Su Hong est caché dans un arbre et il sait qu'il aurait pu tous les affronter de front si le serpent ne lui avait pas vidé son endurance. Puisque c'est le cas, il ne lui reste qu'une seule option sûre, les éliminer un par un. Su Hong saute de l'arbre et lance sa lance à côté d'eux pour attirer leur attention.
Au moment où ils perdent leur concentration à cause de la lance, ils foncent sur celui qui a de beaux cheveux et lui donnent un coup de pied à la tête, l'assommant complètement. Le dernier membre de l'équipe hurle comme un bébé, disant à Ye qu'il vaudrait mieux qu'il s'enfuit parce que Su-hong est trop fort, mais Ye refuse, affirmant qu'il doit tuer Su-hong ce jour-là. Avant qu'il ne s'en rende compte, Su-hong surgit de nulle part comme auparavant et frappe le dernier gars au sol, laissant Ye comme seul membre de l'équipe. À ce moment-là, Ye est déjà en train de se faire dessus, se demandant comment Su-hong a pu devenir aussi fort en seulement quelques jours. Comme il est le dernier membre de l'équipe, Su-hong décide de jouer avec lui. Su-hong passe en courant devant lui, et le temps qu'il se retourne, Su-hong a déjà disparu. Su-hong réapparaît alors derrière lui, mais Ye parvient à réagir à cela. Il crie sur Su-hong, lui disant de ne pas être trop confiant, croyant l'avoir acculé. Ye lance une décharge d'énergie avec son doigt que Su-hong évite de justesse. La décharge manque la tête de Su-hong et détruit l'arbre derrière lui. Pour tenir Su-hong à distance, Ye continue de lancer des décharges d'énergie avec son doigt, grâce à une compétence appelée doigt briseur du vide. Su-hong est obligé de changer constamment d'endroit et, réalisant à quel point la technique de Ye est puissante, il se demande s'il s'agit d'une compétence de rang B. Ye se met alors à jacasser, disant à Su-hong de se montrer, mais il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à menacer la famille de Su-hong, disant qu'il va les faire tuer à son retour en ville. Cela s'avère être sa plus grosse erreur, car Su-hong entre immédiatement en mode frénésie. Il ignore l'essence de la peur et fonce vers la position de Ye. Ye est encore en train de se vanter de ses relations quand un Su-hong assoiffé de sang apparaît derrière lui avec un coup de poing puissant. Il dit à Ye qu'il préférait en fait son côté arrogant avant de lui asséner un coup de poing si fort à la tête. La tête de Ye manque de se détacher de son corps alors qu'il est projeté au loin avant de s'écraser contre un mur. Su-hong ressemble à un démon tout droit sorti de l'enfer alors qu'il s'avance vers Ye, lui disant qu'il aurait dû laisser sa famille en dehors de tout ça. Alors que le sang coule de son corps comme de l'eau, Ye demande à Su-hong comment il est devenu aussi fort, ce qui est censé être impossible. Il continue de poser des questions stupides quand le python noir apparaît derrière lui et le frappe au sol avec sa queue géante. Le serpent tourne alors son attention vers Su-hong, et il a l'air encore plus en colère qu'avant en hurlant sur Su-hong. Su-hong se rend compte qu'il a passé trop de temps à se battre contre Ye, ce qui a permis au serpent de récupérer. Pendant ce temps, les sbires de Ye ont repris connaissance, et alors qu'ils se demandent où est Ye, ils voient Su-hong courir vers eux. Alors qu'ils s'apprêtent à l'affronter, Su-hong leur crie de s'écarter. Ils réalisent bientôt que Su-hong est poursuivi par le python noir. Su-hong les dépasse en courant, mais comme ils sont trop lents, ils sont tués par le python noir. Étonnamment, Su-hong reçoit des points pour avoir tué indirectement ses adversaires. Su-hong est choqué de voir qu'il peut aussi gagner des points de cette façon, et cela lui rappelle qu'il a maintenant assez de points pour percer et devenir un pratiquant d'arts martiaux. Il décide de trouver un endroit sûr pour lui et il aperçoit bientôt une grotte au loin. Sans hésiter, il se précipite vers la grotte et y disparaît avant que le serpent ne l'atteigne. Cependant, le serpent est sur le point d'abandonner, alors qu'il continue d'essayer de forcer l'entrée de la grotte. Voyant à quel point le serpent est désespéré, Su-hong ouvre rapidement la fenêtre de statue et commence à ajouter des points à son sang vital aussi vite qu'il le peut. En faisant cela, il ressent une douleur intense, comme si de la lave coulait dans son corps. Après avoir ajouté tous les points et enduré la douleur, Su-hong devient enfin un véritable pratiquant d'arts martiaux, une aura rouge tourbillonnant autour de son corps. Voyant la différence dans l'aura de Su-hong, le python commence à reculer loin de la grotte. Cependant, Su-hong le poursuit et assène un coup de poing à la tête du serpent, l'envoyant valser dans les airs. Le serpent saigne abondamment, mais Su-hong n'en a pas encore fini avec lui. Su-hong saute vers le serpent et lui assène un puissant coup de poing dans le corps avant d'enfoncer sa lance dans son corps. En exerçant une grande force sur la lance, Su-hong parvient à clouer le serpent au sol. Cela donne à Su-hong l'occasion de préparer le poing de la ruée du tonnerre qu'il assène sans pitié à la tête du serpent. La force écrasante du coup de poing de Su-hong suffit à écraser la tête du serpent, ce qui lui rapporte 92 points de Dao. Su-hong est extrêmement fier de lui car il a réussi à résister aux attaques du serpent. Lorsque vient le moment de prélever une preuve de la mise à mort du serpent, il se retrouve perplexe car les serpents n'ont pas d'oreilles. Néanmoins, il se rend compte que le plus important est de retourner à la base. Alors qu'il s'apprête à partir, il découvre le corps écrasé de Ye sur le sol. Su-hong lui fait savoir qu'il devrait être reconnaissant d'être mort de cette façon, car il avait manifestement d'autres projets pour lui. Su-hong décide alors de le fouiller, espérant trouver la technique de haut niveau qu'il utilisait. Heureusement pour lui, il trouve le livre sur le doigt briseur du vide. Cette nuit-là, Su-hong s'enferme dans la grotte pour mémoriser et maîtriser la nouvelle technique qu'il vient de découvrir. Une fois prêt, il fait apparaître son clone, et les deux s'engagent dans un combat féroce au cours duquel il tente de maîtriser le doigt briseur du vide. Après tant de tension, il parvient enfin à atteindre le niveau débutant de la technique.
Lorsqu'il revient à la réalité, il se rend compte qu'il saigne déjà du nez, ce qui montre à quel point la technique est puissante. Su Hong décide de trouver un monstre pour tester sa puissance. 3 jours plus tard, Su Hong est toujours occupé à traquer des monstres avec la nouvelle technique. Il lance avec assurance une décharge d'énergie sur un ours brun qui fonce vers lui, et cela détruit facilement l'ours. Sûr d'avoir maîtrisé la compétence, Su Hong conclut qu'il est temps pour lui de retourner à la base. Il se dirige vers le comptoir où tout le monde enregistre ses prises. Il dépose son sac et l'employé l'inspecte. Elle commence à énumérer les monstres vaincus par Su Hong, ce qui choque les autres pratiquants présents. Il s'avère que Su Hong a réussi à éliminer des monstres valant 406 000 points. C'est alors que Su Hong réalise qu'il en a trop fait, car il comptait simplement en chasser quelques-uns au départ. Soudain, un côté du mur de la base est détruit. Les pratiquants sont surpris de voir qu'ils se font attaquer alors qu'il y en a littéralement plein autour. À ce moment-là, la personne qui a détruit le mur se montre et il s'avère que c'est l'oncle de Ye qui est le responsable de la base. Les pratiquants sont étonnés de voir que le vieux Ye est furieux et les officiels lui demandent quel est le problème. Le vieil homme révèle alors que son neveu et toute sa bande ont été tués. La foule est choquée d'entendre cela, mais au fond, ils ne sont pas inquiets, car Ye était un sale type de son vivant, donc la plupart ne s'en soucia pas vraiment. Le vieux Ye mentionne alors qu'une technique de rang B a été volée sur le corps de Ye, et il veut que tout le monde sur la base soit fouillé avant d'être autorisé à partir. Su Hong garde un visage impassible tout en repensant à tout ce qui s'est passé dans les bois. Il est convaincu que les cadavres ne peuvent pas être reliés à lui puisque c'est le python qui a tué Ye et son équipe. Su Hong pense à cela lorsque le vieux Ye croise soudainement son regard, ce qui le surprend. Le vieux Ye se tourne alors vers Su Hong et lui dit qu'il est au courant de son dernier exploit, à savoir abattre des bêtes comme si de rien n'était, ce qui lui a rapporté plus de 400 000 points. L'une des assistantes du vieux Ye lui dit qu'elle a vérifié les statistiques de Su Hong et qu'il n'a tout juste le niveau d'un stade initial de première catégorie, donc il est impossible qu'il ait tué autant de bêtes. La femme pense que Su Hong s'est simplement emparé du sac à dos de Ye et elle suggère qu'il fouille Su Hong. 2 gardes du corps s'avancent vers Su Hong avec une aura intimidante tout en lui demandant de coopérer. Alors qu'ils sont sur le point de l'atteindre, Su Hong pointe sa lance vers eux avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Il lui demande ce qu'il essaie de faire et Su Hong révèle qu'il est élève au lycée numéro 1 de Star City. Il leur demande s'ils sont vraiment prêts à le fouiller. Au moment où le vieux Ye entend cela, il se souvient que le proviseur de cette école est réputé pour protéger farouchement ses élèves. Il sait très bien que le proviseur n'est pas quelqu'un avec qui plaisanter, donc il n'aurait aucun intérêt à se le mettre à dos. Cependant, il trouve Su Hong plutôt suspect. Le vieux Ye admet en secret que si Su Hong était vraiment celui qui a chassé toutes les bêtes, il pourrait être un génie, ce qui signifie qu'une fausse accusation pourrait leur causer des problèmes. Le vieux Ye s'approche alors de Su Hong et lui raconte comment Ye et son équipe ont été pris en embuscade. Il ajoute qu'une technique leur a été volée et qu'ils devront le fouiller. Su Hong décide alors d'ajouter une clause à toute cette affaire. Il dit au vieux Yi qu'il aimerait qu'il lui verse 30 000 yuan au cas où il ne trouverait rien sur lui. Su Hong est convaincu que rien de ce qui s'est passé ne pourra être relié à lui. Le vieux Yi accepte l'accord et ordonne à ses hommes de fouiller Su Hong minutieusement. Après l'avoir fouillé, ils ne trouvent rien et Ye leur dit de donner à Su Hong les 30 000 yuan qu'il lui doit. Su Hong est content que tout se passe plutôt bien et c'est grâce au fait qu'il a brûlé le livre avant même de quitter la forêt. Après avoir été fouillé, Su Hong se prépare à partir et il a déjà planifié ses prochaines actions. Su Hong se dirige ensuite vers l'auberge de la base des pratiquants martiaux. Une fois installé, il décide d'utiliser ses points. Il est choqué de voir qu'il a autant de points en réserve. Cependant, il reste perplexe quant à ce qu'il doit choisir. Il se rend compte que le corps mortel et l'esprit n'ont reçu aucune amélioration depuis le début. Par curiosité, il décide d'essayer et investit ses points dans l'esprit et le corps mortel. Après avoir rempli le corps mortel avec suffisamment de points, il décide d'investir le reste dans l'esprit. Cela suffit à provoquer des changements importants dans son corps, que Su Hong peut même ressentir. La compétence spirituelle est sur le point de le transformer en homme musclé, mais Su Hong parvient à atténuer l'effet. Il est reconnaissant d'avoir réussi à maîtriser la situation, car il n'aurait jamais pu l'expliquer à qui que ce soit. 1 heure plus tard, Su Hong se rend à l'association des pratiquants martiaux de la ville des Étoiles. Il rencontre l'hôtesse à la réception et lui dit qu'il est là pour l'évaluation de pratiquants martiaux. La dame s'occupe de lui calmement et lui dit qu'un membre du personnel viendra bientôt lui indiquer le chemin. Comme annoncé, un membre du personnel arrive pour le conduire à la section où il va passer le test. En passant devant les autres pratiquants, tous furent surpris de voir qu'un gamin comme lui venait passer l'examen. Le membre du personnel informe Su Hong qu'un pratiquant martial de premier rang doit avoir 100 points de sang vital et plus de 1000 points de puissance de combat pour réussir l'examen. Les pratiquants qui le voient pensent qu'il est simplement là pour tenter sa chance.
En arrivant au centre d'examen, Su Hong observe certains candidats échouer au test. Cependant, un candidat, Li Ming, réussit juste devant lui avec une puissance de combat de 1000 points. Il s'avère qu'il est l'élève de Jiang Ming et Ming est aussi l'instructeur de Leon. Ming est surpris de l'apprendre, se demandant combien de disciples il a en réalité. Le type dit alors avec arrogance à Su Hong qu'il va passer son test. Li Ming pense que Su Hong va se ridiculiser parce qu'il croit avoir une chance. Soudain, son comportement arrogant s'atténue lorsqu'il apprend que Su Hong a réussi le test du sang vital avec 123 points. Cependant, il essaie de se rassurer en se disant que Su Hong n'a pas encore passé le test de puissance de combat et que c'est ça le plus important. Su Hong est conduit vers la machine de test de puissance et il se souvient comment il avait cassé la machine à l'école. Il se rend compte qu'il est devenu plus fort, alors il décide d'utiliser 4/10 de sa puissance. Soudain, il se rend compte que cela pourrait se retourner contre lui, car s'il y va trop doucement et n'obtient pas le nombre requis, ce serait mauvais. Il décide alors d'utiliser 5/10 de sa puissance pour éviter toute erreur. Su Hong frappe le testeur de puissance si fort qu'il se détache de l'endroit où il était fixé. Le testeur est projeté contre le mur, choquant tous ceux qui ont assisté au test. Li Ming, qui était arrogant il y a quelques minutes, n'arrive même pas à comprendre ce qui vient de se passer devant lui. La capacité du testeur est de 3000 points de puissance de combat, mais Su Hong a largement dépassé ce chiffre et les autres pratiquants en concluent que Su Hong est un véritable monstre. Pendant ce temps, la présidente de l'association des arts martiaux de Star City, Wu Lingxian, est vue dans son bureau en train de se plaindre du manque de génie. Elle s'inquiète que sa position de présidente soit menacée si elle n'en trouve pas un très bientôt. Soudain, l'un des responsables fait irruption dans la pièce, lui annonçant qu'un monstre vient d'apparaître lors de l'évaluation des pratiquants martiaux. La tête de Wu se met immédiatement à tourner à toute vitesse en entendant cela, car c'est exactement ce qu'elle espérait. Plus tard, Su Hong se trouve dans le hall, recevant des instructions de la part d'un membre du personnel. Il lui dit qu'il va obtenir une identité de pratiquant tout en recevant également une allocation. Soudain, Wu apparaît en haut des escaliers et ordonne à son subordonné de lui confier Su Hong. Le type est stupéfait que la présidente se déplace en personne juste à cause de Su Hong. Wu se présente et dit à Su Hong de la suivre. Su Hong acquiesce à l'ordre, mais il est impressionné par la jeunesse de la jeune femme, qui est déjà une force avec laquelle il faut compter. En arrivant au bureau de la présidente, Wu explique que Li lui avait dit qu'il n'y avait aucun génie dans son école, mais il s'avère que c'était un mensonge. Su Hong demande alors à la jeune femme pourquoi elle l'a amené dans son bureau, car il était simplement venu s'enregistrer comme pratiquant d'arts martiaux afin de toucher son allocation tout en obtenant une technique de guidage. Wu invite Su Hong à se détendre car elle a déjà demandé au personnel de s'occuper du certificat de pratiquant martial ainsi que de son allocation mensuelle. Et pour la technique de guidage, elle dit à Su Hong qu'elle va lui enseigner personnellement. Elle lui demande ce qu'il sait des techniques de guidage et Su Hong explique ce qu'il a appris dans les livres. Wu lui fait savoir que ce que disent les manuels n'est pas totalement faux, mais elle révèle que les techniques de guidage sont bien plus que de simples méthodes de cultivation. Elle prend sa technique de guidage de la flamme céleste comme exemple, expliquant qu'elle absorbe l'énergie spirituelle de l'attribut feu. Bien qu'elle renforce le corps, elle imprègne également ses attaques d'un pouvoir destructeur de l'attribut flamme. Elle lui dit que s'il parvient à extérioriser cet attribut, il pourra augmenter la portée de ses attaques. Cependant, pour un pratiquant martial de premier niveau comme lui, elle lui explique que porter ne serait-ce qu'une trace de cet attribut est déjà impressionnant, donc il n'a pas besoin de se tuer à vouloir envelopper son point de l'attribut comme elle vient de le démontrer. Su Hong est choqué lorsqu'il réalise que les techniques de guidage peuvent être utilisées pour attaquer, car il pensait qu'elles servaient uniquement à absorber l'énergie spirituelle pour cultiver. Il est surpris que le manuel qu'il a lu n'ait jamais mentionné une telle chose. Wu poursuit en disant qu'il existe 7 énergies spirituelles du ciel et de la terre. Il y a le métal, le bois, l'eau, le feu, la terre, la foudre et le vent. Elle explique qu'elles ont toutes leurs forces et leurs faiblesses. Mais en ce qui concerne la puissance d'attaque brute, la foudre arrive en première position, le métal en deuxième et le feu en troisième. Elle lui dit ensuite que la technique de guidage qu'il pourra cultiver dépend de son affinité. Su Hong commence à comprendre un peu et réalise qu'on peut en fait choisir la technique de guidage que l'on souhaite pratiquer. Wu pose une grosse boule sur la table, en lui disant qu'il s'agit d'une boule de cristal utilisée pour tester l'affinité. Elle précise que plus la zone lumineuse est grande, plus l'affinité est élevée. Apparemment, les pratiquants martiaux ordinaires n'obtiennent généralement pas plus de 30%. Cependant, Wu atteint environ 80%, ce qui est considéré comme très élevé, bien qu'elle pense qu'un génie comme Su Hong pourra dépasser les 90%. Su Hong prend la boule et il sait que ce serait exceptionnel s'il atteint 90% comparé à la talentueuse Wu. À ce moment-là, la boule commence à briller et à la surprise de Wu, elle est entièrement remplie, ce qui montre que Su Hong a 100% d'affinité avec l'attribut du feu.
Wu l'attrape et lui demande s'il sait ce que cela signifie, et Su Hong répond que non. Elle lui explique que cela signifie qu'il peut absorber l'énergie spirituelle de l'attribut feu du ciel et de la terre avec une efficacité de 100%, sans aucune perte. Wu révèle qu'avec son affinité de 80%, cela signifie qu'elle perd 20% lors de l'absorption de l'énergie spirituelle du feu. Même avec cela, elle est déjà une pratiquante martiale de rang 5, ce qui lui a également permis de devenir présidente de la branche de Star City. Cependant, elle lui fait savoir que ses réalisations dépasseront assurément les siennes. Wu avoue qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un endroit rural comme Star City puisse produire un génie tel que Su Hong. Alors que Wu célèbre cela, Su Hong est occupé à penser à obtenir l'attribut foudre car il le préfère. Il essaie alors, et la boule brille complètement jusqu'au maximum, tout comme pour l'attribut feu. Wu voit cela et reste là, sans voix, telle une statue, refusant de croire ce qui se passe devant elle. Wu subit littéralement un choc cérébral car Su Hong possède 100% d'affinité pour deux attributs. Wu n'a pas fini de se remettre de cela lorsque Su Hong lui annonce que l'attribut vent est également à 100%. Quelques minutes plus tard, Wu a du mal à bouger de là où elle se trouve car elle est totalement submergée par ce qu'elle vient de voir. En gros, Su Hong a une affinité avec tous les attributs, et pour aggraver les choses, ils sont tous à 100%. Elle s'est toujours considérée comme une artiste martiale puissante, mais maintenant qu'elle se tient devant une anomalie, elle réalise qu'elle n'est qu'une personne ordinaire. Une scène de flashback montre Wu affrontant un monstre géant qui ravageait la ville, et elle comprend alors que pour vaincre une existence aussi écrasante, il faut quelqu'un doté d'une puissance tout aussi terrifiante. Wu est complètement perdu dans ses pensées, avant que Su Hong ne mentionne qu'il serait dommage pour lui de ne cultiver que l'attribut du tonnerre, en laissant les autres de côté. Su Hong demande alors à Wu de lui donner quelques conseils concernant les techniques de guidage. Wu lui explique que l'on a une énergie limitée, il doit se concentrer sur un ou deux attributs seulement. Apparemment, il y a eu quelqu'un dans le passé qui a essayé de cultiver les 7 techniques de guidage en même temps, mais après des décennies, cette personne était toujours bloquée au niveau de pratiquant martial de premier rang. Su Hong dit alors au président qu'il n'arrive pas à se décider pour l'instant, c'est pourquoi il veut toutes les essayer d'abord afin de savoir sur laquelle se concentrer. Wu accepte cela, mais le met en garde de ne pas s'éparpiller et de finir par gâcher son talent. À ce moment-là, Wu mentionne l'examen scolaire qui approche. Su Hong lui demande pourquoi elle parle de l'examen scolaire, et elle explique que récemment, les tensions sur le champ de bataille des myriades de races se sont intensifiées. Elle précise que la guerre entre les myriades de races et l'humanité pourrait éclater à tout moment. Grâce à cela, chaque nation investit d'énormes ressources dans la création de camps d'entraînement pour les génies, et elle en a un qu'elle souhaite lui recommander. Cependant, il doit obtenir la première place à l'examen mensuel de son école pour qu'elle puisse lui garantir une place de recommandation. Su Hong est submergé par toutes ces informations, et il se souvient que c'est une guerre des myriades de races qui a coûté la vie à ses parents. En se rappelant cela, Su Hong assure à la présidente qu'il va faire de son mieux, car il ne veut pas permettre que la tragédie du passé se reproduise. Il doit donc devenir plus fort pour protéger tous ceux qui l'entourent. Plus tard dans la soirée, Su Hong rentre chez lui pour raconter à ses parents l'évolution des choses. Les deux sont ravis d'apprendre que leur protégé est enfin devenu capable. Su Hong leur explique qu'en tant que pratiquant martial de premier rang, il va recevoir une allocation de 10 000 yuan chaque mois. Il dit ensuite à son oncle qu'il n'a plus besoin de se tuer à la tâche. Son oncle est heureux d'entendre cela et il conclut que Su Hong est le pilier de la famille, donc quoi que Su Hong dise, il l'écoutera. Ce soir-là, Su Hong monte sur le toit comme d'habitude pour essayer l'attribut du feu. Il parvient à projeter de la fumée, ce qui correspond au niveau débutant dans la technique de guidage. À ce moment-là, une section dédiée à la technique de guidage apparaît sur la fenêtre de statue, ce qui confirme le soupçon de Su Hong qu'il l'a déjà apprise. C'est alors qu'il remarque qu'il existe des niveaux pour cette technique. Cela le surprend car Wu n'a jamais mentionné une telle chose. Cependant, il se rend vite compte que les techniques de guidage ne peuvent être améliorées que par lui, ce qui suscite en lui un certain enthousiasme. Cependant, il ne sait pas comment se produit la montée de niveau. Il se demande s'il est aussi possible de les faire monter de niveau en utilisant des points de Dao martial. Comme il ne sait pas comment cela fonctionne, il décide de cultiver d'abord le reste des techniques de guidage. Su Hong s'assoit alors pour se concentrer sur les techniques de guidage, mais plusieurs heures plus tard, il n'a pas progressé car les 7 attributs différents se repoussent mutuellement. Il se souvient alors du génie dont Wu a parlé, qui était resté bloqué au premier palier même après des décennies. Même si les 7 attributs sont présents en lui, il ne peut mobiliser qu'un seul attribut à la fois. Chaque fois qu'il essaie de forcer un second attribut, cela provoque un violent affrontement, puis il disparaît. Comme Su Hong sait que la foudre et le feu sont similaires, il décide d'essayer de les cultiver ensemble. Des heures plus tard, Su Hong n'a pas réussi à obtenir le résultat qu'il souhaitait. Cela continue jusqu'au lendemain,
mais Su Hong parvient à maîtriser à la fois la foudre et le feu en même temps. Su Hong crée une boule de feu avec de la foudre dans sa main et il est fier de lui car après avoir essayé toute la nuit, il a enfin réussi. Il décide qu'il est temps de tester ce nouveau pouvoir. Le lendemain, il se rend sur le terrain d'essai où il doit tester sa puissance sur le testeur de puissance de combat de niveau 3. Comme il avait utilisé 5 dixièmes de sa puissance la dernière fois, il décide d'en utiliser 3 dixièmes cette fois-ci. Su Hong frappe violemment le testeur et étonnamment, la marque dépasse les 2000. Su Hong comprend enfin à quel point il est devenu fort. Il décide alors de combiner la puissance du feu et de la foudre pour voir ce qui va se passer. Il frappe à nouveau la machine et cette fois-ci, elle se casse. Su Hong se rend compte que sa puissance est vraiment terrifiante, car il a obtenu un pouvoir extraordinaire en fusionnant 2 capacités. Su Hong pense déjà à ce qui se passerait s'il mettait la main sur les 7 attributs. Su Hong rentre alors chez lui pour essayer de fusionner 3 attributs ensemble, mais il échoue car c'est encore plus difficile. Il a essayé toutes les combinaisons possibles, mais il n'y a absolument aucun progrès. Il se demande si élever le niveau de la technique de guidage l'aiderait à fusionner les techniques avec succès. Comme l'examen mensuel a lieu le lendemain, Su Hong se dit qu'il vaudrait mieux qu'il gagne suffisamment de points martiaux avant le jour suivant. Le lendemain, à l'école, Lee s'adresse aux élèves en leur disant qu'avec la tension croissante sur les lignes de front, il y aura désormais chaque année un camp d'entraînement annuel pour sélectionner et former intensivement les génies. Il précise que les camps d'entraînement offrent des ressources abondantes comme des pilules et même des grands maîtres qui serviront d'instructeurs. Il révèle ensuite que seuls les 3 meilleurs élèves de l'examen mensuel pourront se qualifier pour rejoindre le camp d'entraînement de Star City. Les élèves sont surexcités en entendant cela, mais Su Hong, de son côté, s'inquiète davantage du grand maître de rang sept. À ce moment-là, l'ami de Su Hong lui annonce que Li Tu et Chen Shan sont désormais tous deux des pratiquants martiaux. Su Hong n'en revient pas. Il a été absent 10 jours et les deux ont déjà atteint le niveau de pratiquant martial. Su Hong révèle que le principal a demandé à l'instructeur Chen de venir donner des cours supplémentaires aux 2 élèves ces derniers jours. L'ami de Su Hong lui raconte les exploits impressionnants accomplis par Tu et Chen. Grâce à cela, les deux peuvent désormais s'affronter pour déterminer qui est le meilleur. Pendant ce temps, le principal et Chen essaient toujours de retrouver l'élève de tout à l'heure, mais comme ils n'y parviennent pas, ils commencent à supposer qu'il ne vient pas de leur école. À ce moment-là, Jiang Ming arrive à l'école avec Li Yan et Li Ming. Il taquine le principal en lui disant que la qualité des élèves cette année-là ne semble pas très bonne. Le vieil homme demande à Jiang ce qu'il veut, et celui-ci révèle qu'il a amené ses 2 disciples pour qu'ils s'entraînent avec les élèves afin qu'ils apprennent la bonne manière de faire les choses. Le principal comprend rapidement que Jiang essaie de l'humilier. Cependant, s'il refuse l'offre, cela reviendrait à admettre que toute son école n'a aucun véritable talent. Le principal réfléchit à ce qu'il doit faire lorsque Li Yan aperçoit Su Hong parmi les élèves au loin. Li Yan attire rapidement l'attention de Jiang sur ce point en lui chuchotant à l'oreille. Jiang se tourne aussi dans la direction de Su Hong, et dès qu'il confirme que c'est bien lui, il panique car il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit de la meilleure école. Jiang comprend immédiatement qu'il vaudrait mieux qu'il se retire, car aucun de ses disciples ne serait capable d'affronter Su Hong. Jiang taquine le principal, lui disant qu'il plaisantait seulement, tout en ajoutant que ses disciples stupides ne peuvent pas se comparer aux excellents élèves qu'il a dans son école. Chen et Li sont sur le point d'exploser de colère en entendant cela, car ils pensent que Su Hong se moque d'eux sarcastiquement, mais ils sont loin de se douter que Su Hong a vu quelque chose qui dépasse ses capacités. Peu après, l'examen commence et Su Hong affronte un gars nommé Peng. Tout le monde pense que Su Hong est condamné car son premier adversaire est un quasi-pratiquant martial. L'adversaire de Su Hong le taquine même, lui demandant s'il est prêt à abandonner, mais avant même qu'il ait fini sa phrase, Su Hong le plaque au sol comme s'il n'était rien. La foule reste sous le choc en voyant cela, car Su Hong vient littéralement de mettre à terre d'un seul coup un quasi-pratiquant martial. Ils pensent que c'est un coup de chance jusqu'à ce que Su Hong continue de vaincre tous ses adversaires avec une grande facilité. Avant qu'il ne s'en rende compte, il a déjà atteint la finale, laissant les adultes se demander d'où il sort au juste. Lee se reproche de ne pas avoir remarqué un tel talent tout ce temps. L'instructeur fait alors remarquer qu'il doit avoir déjà vu Su Hong quelque part, car il lui semble vraiment familier. Pendant ce temps, Chen Shan et Li Tu se battent toujours pour savoir lequel des deux ira en finale. Comme ils sont de force égale, il est difficile de dire qui va l'emporter. Tout en se battant, ils continuent de se provoquer sur qui est le plus fort et qui est le deuxième plus fort de l'école. À ce moment-là, Chen extériorise son attribut et enveloppe ses pointes de feu, ce qui choque les spectateurs. Ils sont stupéfaits, car le feu n'est surpassé que par la foudre en termes de puissance destructrice. Tu surprends alors tout le monde en extériorisant son propre attribut, qui est le métal, et qui est encore plus puissant que le feu en termes de capacité destructrice. Tu s'en prends à Chen, enchaînant des attaques rapides qui stupéfient tout le monde.
Chen ressent la puissance de l'attaque, et les professeurs comprennent que Tu cachait sa véritable force depuis le début, ce qui explique pourquoi il parvient à vaincre Chen. L'instructeur félicite Tu, disant qu'il a réussi à maîtriser l'extériorisation de l'attribut en seulement 10 jours tout en atteignant la subtilité minutieuse. Le vieil homme conclut alors qu'il n'est pas nécessaire d'assister à la finale, car avec la subtilité minutieuse, Su Hong n'a aucune chance contre Tu. L'instructeur est d'accord avec lui, disant que Su Hong aurait peut-être eu une chance s'il avait eu une technique de guidage. À ce moment-là, l'un des instructeurs parie 50 000 sur Su Hong, et le vieil homme accepte rapidement son pari. Peu après, Su Hong et Tu se retrouvent en finale. Tu taquines Su Hong, lui disant qu'il a eu de la chance d'atteindre la finale parce qu'il ne l'a pas rencontré, lui ou Chen, en chemin. Cependant, il lui fait savoir que sa chance touche à sa fin. Su Hong reste silencieux, car il est heureux d'affronter enfin un bon adversaire humain après avoir combattu des bêtes pendant si longtemps. Tu dis à Su Hong qu'il devrait être fier, car il peut se considérer comme le deuxième meilleur de l'école puisqu'il est arrivé en finale. Su Hong le provoque en lui demandant qui est le premier, et tu se jettes sur lui en disant que c'est évidemment lui. Tu déclenches un point éclair à 5 résonances qui choquent les spectateurs. Au lieu d'esquiver l'attaque qui arrive, Su Hong décide de rester sur place pour tester sa force physique. Les élèves crient à l'arbitre de sauver Su Hong car il est sur le point d'être anéanti. Su Hong saute alors sur Tu et les deux commencent à échanger des coups de poing. Tu es choqué lorsqu'il se rend compte que Su Hong est capable de lui tenir tête avec sa propre technique. Su Hong maintient l'intensité, et tu comprends que Su Hong n'est pas un amateur, car chaque coup de poing qu'il reçoit est vraiment puissant. Les spectateurs sont stupéfaits, car Su Hong n'utilise aucune technique martiale, mais il parvient à rivaliser coup pour coup avec Tu. Cela montre à la foule que la force de Su Hong n'a rien d'enfantin. L'instructeur pense que Su Hong possède une constitution unique, car il n'y a aucune raison que sa force soit aussi exagérée. Li est ravi que son école minable puisse enfin produire un génie. Alors que le combat continue, tu dis à Su Hong de ne pas croire qu'il a une chance, car c'est lui qui sortira vainqueur à la fin. Voyant à quel point tu es déterminé à gagner, Su Hong comprend que sa force physique ne suffira pas à le vaincre. Alors il décide lui aussi de se donner à fond contre lui. Su Hong dit alors à Tu qu'il va devenir sérieux avec lui puisqu'il lui a aussi montré toute sa puissance. Su Hong extériorise alors son attribut de foudre en fonçant vers Tu. La peur s'empare de Tu en voyant cela, car il ne s'attendait pas à ce que Su Hong ait une carte maîtresse. Même les spectateurs se demandent ce qui est en train de se passer. Le professeur pousse un cri de grenouille en voyant comment Su Hong maîtrise la technique de la foudre. Quelques instants plus tard, Tu se rends compte qu'il est submergé par la technique de Su Hong, car son attribut de foudre est plus puissant que son attribut de métal. Su Hong fait savoir à Tu qu'il va devenir sérieux avec lui en lui montrant sa carte maîtresse. Il déclenche 9 résonances sur Tu, le mettant complètement hors d'état. Les élèves sont d'abord stupéfaits par ce qui vient de se passer, mais lorsqu'ils réalisent enfin comment Su Hong a gagné, la foule devient folle. En voyant qu'il vient d'utiliser 9 résonances, Li et l'instructeur comprennent aussi que Su Hong était l'élève qui avait disparu de leur vue ce jour-là. Le principal dit à l'instructeur qu'ils ne sont pas simplement en train d'assister à la naissance d'un génie, mais à celle de l'étoile dragon de l'école. L'instructeur rit nerveusement, disant que les génies privilégiés du camp d'entraînement vont bientôt subir un choc brutal. Il compare Su Hong à un dragon destiné à s'envoler et non à sombrer dans un étang. Le principal est d'accord avec lui, affirmant que Su Hong est fait pour briller à l'échelle internationale, pas dans un endroit rural comme Star City. Ce soir-là, Su Hong rentre chez lui avec un sourire aux lèvres et, lorsque ses tuteurs lui demandent qui a pris la première place à l'école, il révèle fièrement que c'est lui. Son oncle lui demande si cela signifie qu'il va aller au camp d'entraînement et il répond que oui. À ce moment-là, ils entendent frapper à la porte et, en allant voir, ils rencontrent une femme arrogante qui révèle être la mère de Lin Nian, une élève de l'école de Su Hong. Comme l'école envoie généralement les 3 premiers au camp d'entraînement et que son fils est arrivé 4e, elle dit à Su Hong qu'elle est prête à le payer pour qu'il cède sa place à son fils. Elle sort 30 000 yuans comme si c'était une grosse somme d'argent et annonce à Su Hong et à ses tuteurs que c'est ce qu'elle est prête à payer. Elle s'attend à ce qu'ils sautent sur l'argent, mais l'expression froide sur leur visage la choque, et elle leur crie dessus, leur disant que la compétition est brutale et que des gens peuvent y mourir. Elle poursuit en disant que ceux qui participent au camp d'entraînement sont connus pour consommer des pilules de haute qualité comme des bonbons tout en utilisant des techniques de haut niveau comme si de rien n'était. La mère de Su Hong entend cela et prend peur, ce qui la pousse à demander à Su Hong si c'est vraiment dangereux, comme la femme l'a dit. Cependant, l'oncle exhorte sa femme à se calmer. Il demande alors à Su Hong s'il peut promettre qu'il sera en sécurité, et Su Hong le rassure en lui disant qu'il le sera. La femme est surprise que l'homme fasse confiance à la promesse d'un enfant, et l'homme lui fait savoir que c'est sa propre décision, donc il doit lui faire confiance.
Il ajoute qu'il n'a aucune raison d'appeler Su Hong sa famille s'il ne lui fait pas confiance. Sans plus d'arguments, il lui claque la porte au nez, la laissant embarrassée. Elle s'éloigne en colère tout en disant à la famille que Su Hong va être éliminé. Après son départ, Su Hong s'excuse auprès de son oncle, lui disant qu'il n'a jamais voulu lui cacher le danger, et son oncle le rassure en lui disant que ce n'est pas grave. Il mentionne qu'il est un homme rude, mais qu'il est plus instruit et qu'il comprend mieux le camp d'entraînement. L'oncle de Su Hong lui dit que puisqu'il a pris la décision d'affronter les difficultés, il est prêt à le soutenir. La tante de Su Hong donne une tape à son mari, avant de dire à Su Hong que tout ce qui leur importe, c'est qu'il revienne sain et sauf. Plus tard dans la nuit, Su Hong monte sur le toit pour réfléchir à son futur voyage. Il sait que ses tuteurs ne font que s'inquiéter pour lui, c'est pourquoi il ne peut même pas les décevoir. Il en conclut qu'il doit devenir plus fort pour protéger la vie paisible qu'il a durement acquise. Su Hong consulte alors la fenêtre de statut et se rend compte qu'il a actuellement 285 points de Dao, mais ce n'est pas suffisant pour ce qu'il souhaite. Comme il ne sait pas quel type de monstre il va affronter au camp d'entraînement, il décide de privilégier sa puissance de combat physique. Su Hong ajoute des points à son corps mortel, et après une épreuve douloureuse, il se rend compte qu'il lui manque encore 35% pour atteindre les 100%. Soudain, il remarque que les techniques de tonnerre et de flamme céleste ont déjà atteint le niveau 2. Su Hong se souvient n'avoir pratiqué les techniques de guidage que pendant quelques jours, et rien de plus. Il se demande si des conditions supplémentaires sont nécessaires ou si c'est la cultivation normale des techniques de guidage qui permet aux attributs de monter de niveau. Puisque c'est le cas, Su Hong décide qu'il va placer la barre encore plus haut. Le lendemain à l'aube, Su Hong avait réussi à atteindre le niveau 3 pour les deux attributs. En fait, sa technique du sang vital a également augmenté de 3 points. Lorsque Su Hong se prépare enfin à partir, sa tante le supplie de rester prudent et lui dit même de rentrer en courant si les choses deviennent trop dangereuses. Cependant, l'oncle pense que Su Hong a ce qu'il faut pour réussir et il dit à Su Hong d'aller au camp d'entraînement pour être le premier parmi tous. Après son départ, l'oncle de Su Hong montre enfin à quel point il est inquiet, même s'il essayait de faire semblant d'être dur. Quelques instants plus tard, Wu s'arrête à côté de Su Hong et lui dit de monter dans la voiture. Su Hong obéit et place sa lance à l'arrière de la magnifique décapotable rouge. Wu fonce sur l'autoroute à une vitesse incroyable et Su Hong lui demande pourquoi elle veut le voir. Wu lui explique alors qu'il y a certaines choses dont elle doit le prévenir à propos du camp d'entraînement. Wu précise qu'en tant que présidente de l'association, elle a accès à certaines informations sur les participants. Elle révèle qu'il y a parmi les participants des pratiquants martiaux qui sont déjà sur le point d'atteindre le deuxième palier. Elle précise qu'il y a plusieurs monstres dans le camp d'entraînement et que les techniques les plus faibles qu'ils maîtrisent sont des techniques de rang B. Lorsque Su Hong entend cela, il devient encore plus enthousiaste au lieu d'avoir peur, car il peut apprendre rapidement des techniques de rang B. Wu admet que Su Hong est le plus talentueux qu'elle ait jamais vu, mais elle lui fait savoir qu'il ne dispose pas du même niveau de ressources que ceux qu'il va rencontrer dans le camp d'entraînement. Elle l'encourage à surmonter les défis et les revers qu'il rencontrera dans le camp d'entraînement, car il a suffisamment de talent pour y parvenir. Su Hong remercie Wu pour ses conseils, et Wu est en fait impressionné que Su Hong reste aussi calme alors qu'il sait qu'il va se rendre dans un endroit dangereux. Plus tard, les 3 participants du lycée Star City sont vus en train de voyager dans un véhicule aux côtés du principal, et ils se dirigent vers la chaîne de montagne Tianlen. Chen exprime son inquiétude quant au fait que le camp d'entraînement soit situé dans la chaîne de montagne, mais le principal lui demande de ne pas s'inquiéter, affirmant qu'un grand maître supervise le camp, donc aucune bête ne les approchera. Apparemment, la chaîne de montagne est reliée à d'autres villes, et il y a des monstres aussi puissants que des grands maîtres de rang 7 qui y résident. En gros, les bêtes s'affrontent constamment entre elles, et elles sont bien plus féroces que celles que l'on trouve ailleurs. Même un artiste martial de rang 2 ne voudrait pas s'aventurer imprudemment dans la chaîne de montagne. Alors qu'ils empruntent la route menant au camp, les élèves sentent d'étranges présences les observer, et ils n'ont pas tort car des monstres sont partout. Même si la compétition s'annonce difficile, Su Hong se surprend à apprécier l'idée dans son ensemble. À leur arrivée au point de rendez-vous, ils se rendent compte que plusieurs autres élèves sont déjà présents. Les élèves les fixent comme des vampires, et lorsque Su Hong se rend compte que ses camarades sont sur le point de se laisser intimider, il prend les devants et leur dit de le suivre. Ils se dirigent avec assurance vers le camp temporaire, et l'officiel leur dit qu'ils doivent attendre là jusqu'à l'arrivée de tout le monde. Même après l'arrivée de tous les participants, un examen d'entrée sera encore organisé. Su Hong est surpris d'entendre cela, mais avant qu'il ne puisse en demander plus à ce sujet, les grands garçons et filles arrivent au camp. Ils arrivent dans des véhicules luxueux, escortés par un convoi. La femme rousse s'appelle Yao Yan et c'est une liseuse d'esprit. Le gars en blanc est Lin Xinghe de la famille Lin, et il aime se faire remarquer. Le troisième garçon est le fils du seigneur de la ville, Tan Tuo, et il possède une affinité au feu de 95%. Su Hong se rend compte que ce trio est le groupe de génie dont Wu a parlé.
Su Hong est curieux à leur sujet, car il veut voir s'ils sont vraiment des génies ou non. Maintenant que tout le monde est là, l'officiel décide qu'il est temps d'énoncer les règles du camp d'entraînement. Il leur explique que le camp d'entraînement se trouve dans la chaîne de montagnes, à 30 km de leur position actuelle. Apparemment, ils doivent posséder un jeton pour pouvoir accéder au camp, et il révèle que ces jetons ont été intégrés dans certains animaux sauvages. En gros, ils ont 8 heures pour se dépêcher d'atteindre le camp d'entraînement, qui se trouve à 30 km. Même si 8 heures semblent largement suffisantes pour parcourir la distance, ils doivent prendre en compte le fait qu'ils rencontreront des dangers en chemin. Su Hong, quant à lui, n'est pas vraiment inquiet car il pense que cela lui offre la meilleure occasion de chasser autant de monstres qu'il le souhaite, tant qu'il arrive au camp en 8 heures. L'un des élèves a demandé à l'officiel ce qui se passerait s'ils tombaient sur une bête qu'ils ne peuvent pas maîtriser. L'officiel dit aux gars de se considérer comme malchanceux car ils seraient éliminés, mais il leur fait savoir que quelqu'un viendrait les sauver. Les élèves commencent à protester en entendant cela, car il est possible que les personnes fortes soient éliminées alors que les faibles réussissent par chance. L'officiel les réprimande, leur disant que la vie est injuste, tout en faisant une analogie avec quelqu'un qui s'est beaucoup entraîné, mais que la mort a emporté à la dernière minute. Il les exhorte à avancer avec prudence s'ils ne veulent pas rencontrer de bêtes de haut niveau. Cependant, il leur fait savoir que seuls les lâches avancent de cette façon. L'un des élèves est d'accord avec lui et dit à ses camarades effrayés d'aller mourir dans une poubelle. L'un d'eux s'énerve et dit immédiatement aux grandes gueules qu'il va le passer à tabac. L'officiel les informe rapidement que les combats sont interdits dans le camp, mais qu'une fois arrivés dans les montagnes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il leur fait savoir qu'ils sont libres de voler des jetons ou simplement de tabasser quelqu'un parce qu'ils n'aiment pas sa tête. Quand Su Hong entend cela, il réalise à quel point le camp d'entraînement est brutal, car ils sont encouragés à se battre entre eux. Avec cela, il est assez évident que plus de la moitié des participants seront éliminés avant même d'atteindre le camp. Soudain, Su Hong se rend compte qu'il pourrait en fait gagner énormément de points s'il décidait de se battre contre les gars. L'officiel fait taire tout le monde en leur disant qu'il est temps de partir. Il siffle et tout le monde se disperse dans la forêt. Les deux qui avaient déjà un différend commencent à se poursuivre et sans perdre de temps, une bagarre éclate entre eux. Les deux échangent des coups, mais il semble qu'ils soient de force égale. Pendant ce temps, Su Hong les observe d'en haut, et il n'est pas vraiment impressionné car il s'attendait à ce que les soi-disant génies soient plus féroces et puissants. Il décide d'utiliser son temps pour chasser quelques bêtes au lieu de le gaspiller avec les participants. Il est sur le point de partir lorsqu'il entend les deux pauvres gens se lancer des insultes. Cela lui fait immédiatement changer d'avis et il décide de les tabasser pour gagner des points. Il attrape un bâton et s'approche des deux pour leur dire d'arrêter de se battre. Su Hong leur propose de jouer avec lui à la place, mais le gars préfère l'insulter. Les deux lui disent qu'ils n'ont aucun intérêt à jouer avec lui, mais plutôt à le passer à tabac. Su Hong leur dit alors qu'il se trompe, car ce qu'il voulait dire, c'est qu'il veut qu'il s'allie contre lui et le tabasse. Le gars en uniforme bleu fonce furieusement sur Su Hong, mais Su Hong le frappe si fort dans le ventre qu'il est projeté au loin. Au moment où l'autre type voit cela, il se rend compte qu'il y a un problème, car ce gars est censé être de force égale avec lui, mais Su Hong vient de le mettre hors jeu en un seul coup. Il est encore en train de réfléchir à cela lorsque Su Hong passe à l'action et fonce vers lui. Il le frappe très violemment à la tête avec le bâton pour le mettre complètement KO. Après les avoir roués de coups, Su Hong leur fait savoir que c'est leur punition pour avoir méprisé les gens du peuple comme lui. Les gars dans la salle de contrôle sont surpris lorsqu'ils voient Su Hong surgir de nulle part et mettre les deux hors d'état de nuire d'un seul coup. Ils demandent à leur patron si les deux sont déjà considérés comme éliminés, mais il leur répond qu'ils n'ont pas demandé de secours, ce qui signifie qu'ils sont toujours dans le jeu. Quelques instants plus tard, les deux se réveillent, furieux d'avoir été humiliés par Su Hong. Les deux commencent à se chercher des excuses, disant qu'ils auraient gagné s'ils n'avaient pas sous-estimé Su Hong. Comme ils ont maintenant un ennemi commun, les deux finissent par devenir amis afin de pouvoir se venger de Su Hong. Il s'empare du bâton qu'il a utilisé pour les frapper, afin de pouvoir l'utiliser contre lui aussi. Pendant ce temps, Su Hong est occupé à découper des monstres. Il tombe sur une bande de sangliers sauvages qui se déplacent agressivement en groupe, et dès qu'ils l'aperçoivent, ils foncent sur lui. Cependant, Su Hong les abat facilement d'un seul coup. Après les avoir tous éliminés, il remarque qu'il avait l'habitude de gagner des dizaines de points de Dao martial rien qu'en battant un seul pratiquant martial. Mais depuis qu'il a monté de niveau et est devenu plus fort, les récompenses en points sont de plus en plus faibles. Su Hong se rappelle alors qu'il doit récupérer des jetons. Il fouille à l'intérieur des sangliers qu'il vient de vaincre, mais ne trouve aucun jeton. Il est surpris qu'aucune des bêtes qu'il a vaincues n'ait de jetons, ce qui lui fait comprendre que les jetons sont cachés à l'intérieur de bêtes de niveau supérieur. 30 minutes plus tard, Su Hong se rend compte qu'il ne trouve plus de bêtes de bas niveau, contrairement à son arrivée dans la forêt. C'est alors qu'il tombe sur un tigre fantôme de nuit de rang 1.
Sans hésiter, Su Hong enfonce sa lance dans la bête, la plaquant au sol avant de l'achever d'un puissant coup transperçant la tête. En tuant le tigre, Su Hong gagne 35 points et réalise qu'une bête de rang 1 est désormais bien trop facile pour lui. Cependant, il ne peut qu'espérer que le tigre cache un jeton à l'intérieur de lui. Après avoir fouillé l'intérieur de la bête, Su Hong finit par trouver un jeton, ce qui confirme que les jetons sont cachés dans les bêtes de haut niveau. Comme il lui a fallu 3 heures pour tomber sur une bête de haut niveau, Su Hong en conclut que plus il s'enfonce dans la montagne, plus le rang des bêtes est élevé. En même temps, il y en a peu. Su Hong comprend que chasser des monstres de bas niveau lui rapportera plus de points car il y en a beaucoup à traquer. Su Hong opte donc pour la quantité plutôt que la qualité, et comme il reste 5 heures d'épreuve, il décide de maximiser les progrès de son corps mortel. Su Hong prend la chasse très au sérieux alors qu'il ravage la forêt, déracinant les monstres comme des mauvaises herbes. Il affronte une grande quantité de monstres avant de finalement tomber sur un ours, qui est une bête de haut niveau, mais il parvient aussi à vaincre ce monstre relativement facilement. Il envoie l'ours valser contre un arbre d'un coup de poing avant de se jeter sur lui comme un fou. Tout ce que la bête voit, c'est un homme effrayant foncer sur elle avec un coup de poing impitoyable. Le coup de poing est si puissant qu'il ôte la vie à l'ours et détruit même l'arbre derrière lui. Su Hong est satisfait de ses progrès jusqu'à présent, car après avoir élevé son corps mortel à 60%, il peut désormais tuer une bête de rang 1, stade intermédiaire, uniquement grâce à sa force physique. Il remarque qu'il a déjà gagné 254 points de Dao martial, ce qui signifie qu'il peut maximiser les progrès de son corps mortel avec 100 points supplémentaires. En réalisant qu'il lui reste 3 heures, Su Hong décide de récolter autant de points que possible. Soudain, il entend un bruit étrange au loin, ce qui attire son attention. Soudain, une gigantesque bête dorée apparaît juste au-dessus de lui, le laissant se demander de quel type de bête il s'agit. Il a une vague idée de la bête que cela pourrait être, et il s'agit du légendaire roi bête du rocher doré. Il fixe la bête droit dans les yeux lorsqu'elle libère son aura. Su Hong est obligé de s'agripper à son épée, tandis que ses jambes tremblent, juste pour s'assurer de ne pas être projeté par l'onde de choc provoquée par la bête qui déploie son aura. Su Hong est contraint de sauter derrière un rocher simplement pour échapper à l'aura terrifiante de la bête. Cela montre immédiatement à Su Hong qu'il est encore vraiment faible, car ces derniers temps, il s'est montré arrogant quant à sa force. Cependant, cela lui a permis de revenir à la réalité, car face à la véritable menace, il n'est rien d'autre qu'une fourmi. Soudain, il aperçoit une boule de lumière au loin, et cette lumière semble être humaine. Cet humain est un grand maître de rang 7, et il s'appelle Qin Tianli. Qin dit à la bête qu'il aimerait emprunter son territoire pour l'instant afin de pouvoir partir. La bête répond en disant à Qin qu'il n'a jamais dit qu'il pouvait utiliser son territoire à la base. Comme il fait le malin, Qin dit à la bête qu'il va devoir la battre jusqu'à ce qu'elle se soumette. Qin fonce vers la bête et lui assène un coup de poing si fort qu'elle hurle de douleur, mais le grand maître lui ordonne de se taire car il n'en a pas encore fini avec elle. Qin assène plusieurs coups douloureux au corps de la bête pour lui montrer qui est le patron. Après avoir battu la bête à sa convenance, Qin dit à l'oiseau de disparaître car il n'aimerait pas avoir à répéter ses paroles. Il ordonne au roi des bêtes de disparaître sur le champ car il prend désormais possession de ses terres. Le roi des bêtes finit par s'enfuir en menaçant d'une revanche, mais Qin lui dit d'arrêter de jacasser. Qin utilise alors son aura écrasante pour communiquer avec les candidats, se présentant tout en révélant qu'il est responsable de l'évaluation. Il leur assure qu'ils n'ont rien à craindre car il va les protéger. Voyant à quel point Qin est puissant, Su Hong relève immédiatement ses exigences. Quelques instants plus tard, Qin retourne au camp où le reste des instructeurs l'attend pour l'accueillir. Il félicite le grand maître d'être si puissant qu'il a réussi à soumettre le roi bête du rocher doré, réputé pour sa force physique redoutable. Qin dit au groupe d'arrêter de le flatter et de simplement le suivre dans la salle de contrôle pour voir ceux qui ont résisté à l'aura de la bête. En entrant dans la salle de contrôle, ils regardent un enregistrement de ce qui s'est passé lorsque la bête a libéré son aura. Qin se rend compte que Tantuo a pu résister à l'aura en tenant bon sur ses positions. Qin demande ces informations, et l'un des instructeurs lit le dossier de Tantuo. Qin est surpris d'apprendre que Tantuo est le fils du seigneur de la ville, qui n'a toujours donné naissance qu'à des bons Ariens. Qin n'arrive pas à croire que ce type ait finalement réussi à avoir un enfant talentueux sur le long terme. Xingyi, quant à lui, a utilisé son jeu de jambes impressionnant pour échapper à l'aura de la bête, et selon les rapports, il possède une affinité de 96% avec l'attribut du vent. Quant à Xiao, qui est une utilisatrice de télékinésie, elle parvient à résister à l'aura de la bête grâce à ses pouvoirs mentaux. Après avoir observé le trio, Qin se rend compte qu'il possède des talents incroyables, mais il veut savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui a résisté à l'aura de la bête. Son assistante commence à énumérer les noms de ceux qui ont réellement réussi à résister à l'aura. Après une longue liste ennuyeuse, l'assistante dit à Qin que les personnes qu'elle vient de mentionner possèdent toutes une force de premier rang. C'est pourquoi elles n'ont pas perdu connaissance face à l'aura de la bête.
Qin n'est pas entièrement impressionné puisqu'ils viennent tous de grandes familles. Il veut savoir s'il y a quelqu'un issu d'un milieu ordinaire qui a réussi à résister à l'aura de la bête. Son assistante lui dit que les élèves des écoles ordinaires ne sont qu'au début du premier rang. Elle s'apprête à approfondir le cas du lycée Star City quand Qin l'interrompt, lui disant qu'il en a assez entendu car l'école ne mérite pas vraiment sa réputation. Soudain, l'autre instructeur remarque Su Hong à l'écran en train d'abattre des monstres. Il venait tout juste de résister à l'aura de la bête, mais il avait encore l'énergie de chasser des bêtes. L'instructrice décide d'aller voir de plus près, et elle se fige soudain de peur en mentionnant que Su Hong est un véritable monstre du lycée Star City. L'autre homme pense que sa collègue en fait trop et il lui arrache le rapport des mains pour voir ce qui l'a fait réagir ainsi. Dès qu'il jette un œil au rapport, le type est complètement sidéré. Chen se demande pourquoi ces deux artistes martiaux de rang 5 tremblent à la vue d'un simple rapport. Chen décide de consulter le rapport, mais il panique lui aussi dès qu'il voit de quoi Su Hong est capable. En fait, il n'arrive même plus à croire que Su Hong soit humain à ce stade. Su Hong possède en fait une affinité avec tous les attributs, ce qui fait de lui un monstre d'un tout autre genre. Dans la recommandation du rapport, toutes les capacités de Su Hong sont listées, et il est également précisé qu'il cultive actuellement les 7 attributs à la fois. Qin est submergé d'excitation car il ne s'attendait pas à voir émerger un tel talent d'une région rurale. Qin pousse un cri d'enthousiasme, affirmant qu'ils viennent de décrocher le jackpot du millénaire. C'est alors qu'il mentionne quelque chose de totalement étrange. Il fait remarquer que la vitalité de Su Hong n'est que de 120 points, ce qui est assez bizarre pour un talent comme le sien. L'instructrice rappelle alors à Qin que Su Hong cultive les 7 attributs en même temps. L'homme panique, disant que c'est pour cela que Su Hong est bloqué, car même un dieu serait détruit par ça. Il se demande si Wu n'a pas expliqué comment les choses fonctionnent pour lui. C'est alors qu'un assistant arrive pour leur annoncer que les étudiants ont commencé à arriver. Qin se précipite dehors pour les inspecter et comme prévu, les 3 super génies sont les premiers à arriver au camp parce qu'ils ont réussi à s'y rendre 6 heures après le début de l'examen. Peu après, d'autres candidats continuent d'arriver et à 30 minutes de la fin, tous les candidats seraient arrivés au camp, sauf Su Hong. Les autres candidats pensent que quiconque n'a pas montré son visage alors qu'il ne reste que 30 minutes au compteur ne mérite pas d'être dans le camp d'entraînement. Au fond de lui, Qin se demande pourquoi Su Hong n'a pas encore montré son visage. Qin commence à s'inquiéter que le précieux joyau qu'il vient de découvrir soit sur le point de se perdre à nouveau. Juste au moment où le temps est presque écoulé, Su Hong apparaît au loin. Il était tellement concentré à accumuler des points qu'il a perdu la notion du temps, et à cause de cela, il est couvert de sang et d'entrailles de bête de la tête aux pieds. Lorsque les autres candidats le voient, ils commencent à se moquer de lui, pensant qu'il a eu du mal, ce qui explique pourquoi il est si sale. Les 2 simples d'esprit qui voulaient se venger de lui ont aussi réussi, mais ils ont décidé d'attendre le camp d'entraînement pour se venger de lui. Lorsque l'horloge atteint la barre des 8 heures, l'officiel rassemble les candidats pour leur annoncer que tous ceux qui ne se sont pas présentés à ce moment-là ont échoué à l'examen. Puisqu'ils sont tous présents, il se dit qu'il est temps de leur expliquer les règles du camp d'entraînement. Il révèle qu'il y a plusieurs installations majeures dans le camp d'entraînement, à savoir la salle d'entraînement à la gravité, la salle d'entraînement au jeu de jambes, le combat contre les bêtes et le pavillon des arts martiaux. Il explique que dans le pavillon des arts martiaux, on peut échanger des arts martiaux, des techniques de jeu de jambes, des pilules et des armes jusqu'au rang A. Lorsque Su Hong entend cela, il en conclut que venir au camp d'entraînement est en réalité le bon choix. Cependant, utiliser l'un de ces services nécessite de dépenser des points de contribution, qui ne peuvent être gagnés que d'une seule manière. La seule façon de gagner ces points de contribution est de réussir les différents cours d'entraînement, et les réussir brillamment permet d'obtenir des récompenses supplémentaires. Comme il commence déjà à se faire tard, l'officiel leur dit qu'ils sont libres d'aller dormir, mais qu'ils peuvent aussi aller s'entraîner s'ils le souhaitent. Il demande aux étudiants blessés de le suivre jusqu'au dortoir, et Su Hong se dirige vers le dortoir. Su Hong entre dans sa chambre et il est ravi de découvrir qu'il s'agit d'une chambre individuelle, ce qui signifie qu'il a son intimité et que personne ne le surveille pendant qu'il cultive. Su Hong s'allonge ensuite sur le lit, se préparant à maximiser son corps mortel puisqu'il a maintenant assez de points martiaux pour le faire. Su Hong investit tous les points dans l'emplacement, ce qui génère une chaleur intense qui manque de le transformer en lave, mais au final, il parvient à une évolution réussie. Su Hong sent une puissance immense parcourir son corps, mais il parvient à l'empêcher de devenir incontrôlable. Lorsqu'il a terminé, Su Hong ressent toute l'intensité de cette puissance et à quel point cela fait du bien. Il consulte la fenêtre de statut et se rend compte qu'il a reçu un titre de force, qui est corps de suzerain. On pense qu'il s'agit du physique le plus puissant en termes de force, mais comme son niveau d'esprit est actuellement à 0%, il est convaincu que cela signifie que la technique peut encore être améliorée. Su Hong admet que ce physique spécial est vraiment incroyable, et il décide de tester à quel point la compétence de suzerain est puissante.
Su-hong attrape sa lance pour aller s'entraîner, mais à sa grande surprise, la lance se casse d'un simple geste. Su-hong pousse un soupir de douleur car les alliages de Rancé sont assez chers et il a payé une grosse somme pour obtenir celle-ci. Soudain, il se rend compte qu'en réalité, il ne l'a pas achetée puisqu'il l'a ramassée. Il comprend qu'il devra rassembler suffisamment de points de contribution dès que possible pour échanger contre une lance en alliage de rang A. Su-hong se demande combien de kilos il pourrait supporter s'il porte un gilet lesté pour gagner des points de contribution. Pendant ce temps, à l'entrepôt, Tantuo se déplace avec un gilet lesté de 3 tonnes et il affirme que c'est même léger. Les autres candidats restent bouche bée devant la démonstration impressionnante de Tantuo. En fait, ils ont toutes les raisons d'être impressionnés, car un artiste martial de rang 1 normal ne peut supporter que quelques centaines de kilos. Même Xiao et Chinghe admettent que la force de Tantuo est hors du commun. Même Qin et les autres, qui observent depuis la salle de contrôle, sont impressionnés par sa force brute. L'assistante demande alors à Qin quand ils sont censés trouver Su-hong pour lui expliquer les dangers de cultiver les 7 attributs. Qin répond alors qu'ils ne peuvent pas être directs, car les génies sont fiers, et lui dire directement ne ferait que se retourner contre eux. Qin pense que la meilleure façon d'avancer est d'utiliser certaines méthodes pour lui faire comprendre que sa voie est mauvaise, afin qu'il y renonce de lui-même. Qin se tourne alors vers l'autre homme et lui demande si les autres artistes martiaux qui vont mener le raid nocturne ont été rassemblés. Le gars répond qu'il faudra encore un peu de temps, car il y a quelques difficultés à assigner le personnel en fonction des différents niveaux de force des étudiants. Il rappelle à Qin qu'ils viennent tout juste de terminer une évaluation, et que s'ils subissent un raid nocturne immédiatement, ils perdront forcément leur sang-froid. Cependant, Qin demande au gars d'assigner un artiste martial de niveau un avancé à Su-hong, car il veut qu'il soit complètement écrasé et vaincu. Une fois que Su-hong aura été battu, il prévoit de lui expliquer les inconvénients de cultiver simultanément cette technique afin qu'il l'écoute docilement. Les assistants s'inquiètent que cela puisse briser le Dao de Su-hong parce que son moral est bas, mais Qin ne voit pas les choses de la même façon. Il soutient qu'il agit pour aider Su-hong, et que si son cœur de Dao se brise, cela signifie simplement qu'il est un bon à rien. Plus tard dans la nuit, Su-hong sort de sa chambre et voit un groupe de candidats qui suivent Tantuo, car il entre dans la salle de gravité pour s'entraîner. Puisque tout le monde est parti regarder Tantuo, Su-hong a l'entrepôt pour lui tout seul. Dans un carton se trouve un bracelet de score que chaque candidat est tenu de porter. Il en prend un et le met avant de se diriger vers l'endroit où se trouvent les gilets lestés. Il se rend compte que le gilet le plus lourd de la pièce pèse 10 tonnes, ce qui le laisse choqué et complètement abasourdi. Il se demande de quoi il est fait et qui diable pourrait porter un truc pareil. Il essaye de le porter mais se rend compte qu'il est trop lourd pour lui. Même s'il pourrait peut-être le porter, cela va l'affecter de façon drastique. Su-hong enfile alors un gilet lesté de 5 tonnes, qui lui paraît très léger. Il court dans la pièce pour le tester et se rend compte que c'est celui qui lui convient le mieux. Cependant, il est curieux de savoir ce que Tantuo et les autres ont choisi, et, sans le savoir, il leur est bien supérieur. Il est convaincu qu'ils sont plus forts que lui, et il décide d'aller observer leur séance d'entraînement car il espère pouvoir en tirer 1 ou 2 expériences. Pendant ce temps, les autres candidats couvrent Tantuo d'éloges parce qu'il est entré dans la salle de gravité avec un gilet de 3 tonnes. Il a également réglé la gravité sur 2 fois la normale, ce qui signifie qu'il s'amuse actuellement avec 6 tonnes. Bien qu'il ait du mal avec cela, cela reste tout de même très impressionnant pour les candidats. Lorsque Su-hong apprend l'existence du gilet de Tantuo, il se rend compte qu'il a en fait une mauvaise compréhension de la robustesse du corps de l'Overlord. C'est alors que Chen et Tu arrivent pour demander à Su-hong pourquoi il n'entre pas dans la salle de gravité. Les deux expriment leurs inquiétudes, disant qu'ils vont juste se ridiculiser s'ils entrent, car ceux contre qui ils sont en compétition sont incroyablement forts. Comme ils ont tous peur, Su-hong décide d'entrer dans la salle. Les autres candidats sont surpris de voir Su-hong entrer dans la salle, et ils pensent qu'il a une case en moins. Certains supposent même qu'il ne porte pas de gilet lesté, et cela à cause de la veste qu'il porte. Tout le monde continue de dire du mal de lui, mais il reste silencieux et se dirige vers la salle de gravité. En gros, les salles de gravité coûtent très cher à construire, c'est pourquoi elles ne sont accessibles qu'aux familles nobles. Puisque Su-hong peut en obtenir une gratuitement, il n'est pas question pour lui de laisser passer cette chance. Comme il porte un gilet de 5 tonnes, régler la gravité sur 2 fois la normale rendra les choses difficiles pour lui, car cela équivaudrait à 10 tonnes. Su-hong prévoit de tenir plus longtemps dans la salle de gravité, et il décide de la régler à 1,5. Même ainsi, cela lui semble si lourd que Su-hong a l'impression de perdre l'équilibre. Il se force malgré la douleur tandis que les autres candidats se moquent de lui, disant qu'il ne porte même pas de gilet, mais qu'il a quand même réglé la gravité à 1,5 fois. Les candidats se rappellent alors que Su-hong était le dernier à arriver ce jour-là, donc ils supposent qu'il est plutôt faible. Au lieu de courir partout pour se faire remarquer, Su-hong décide de s'asseoir là et de cultiver cette technique sous le poids écrasant. 2 heures plus tard, il a réussi à augmenter les autres attributs, sauf la foudre et le feu. De plus, sa vitalité est également passée de 126 à 130.
So-hong est impressionné par cela, et il se rend compte que les autres salles doivent aussi avoir quelque chose d'intéressant pour eux, car la salle de gravité vient de lui rapporter des points. So-hong lutte alors pour se relever, et lorsqu'il y parvient enfin, les candidats qui observent encore se moquent de lui en le traitant de minable. C'est alors que So-hong enlève sa veste parce qu'il meurt de chaud, et c'est à ce moment-là que les deux qui se moquèrent de lui remarquent qu'il porte un gilet lesté. Cependant, ils continuent de penser que c'est un perdant car il n'y a pas d'étiquette sur le gilet, ce qui leur fait croire qu'il ne pèse pas plus de 500 kilos au maximum. Certains pensent qu'il pourrait en réalité être fort, mais ils sont convaincus qu'il n'est toujours pas aussi fort que Tantuo. Peu de temps après, Tantuo sort de la salle de gravité et les candidats se précipitent vers lui pour l'admirer. Tantuo sort, totalement épuisé après les 2 heures qu'il a passées dans la salle de gravité. Tantuo laisse alors tomber le gilet lesté et il contracte ses muscles devant les candidats qui le regardent. Xingge s'approche alors de Tantuo, admettant qu'il est le numéro 1 en termes de force pure, mais l'invite à venir dans la salle d'agilité, où il pourra lui montrer qui est le patron. Tantuo reconnaît qu'il n'a rien à opposer à Xingge en matière d'agilité, et cela grâce à son attribut du vent. Su-hong les entend parler de techniques de déplacement de rang A, et il décide d'aller voir Xingge. Su-hong rejoint alors les autres pour regarder Xingge démontrer sa technique de déplacement de rang A, nuage de signes volants. En fait, ils sont encore plus impressionnés par le fait que Xingge ait réglé la difficulté au maximum. La façon dont il se déplace avec la technique laisse les candidats bouche bée. Xingge est tellement fluide avec la technique que des pétales surgissent même de nulle part. Su-hong, quant à lui, enregistre immédiatement la technique dans ses archives. Sans perdre de temps, il commence à reproduire le mouvement et, lorsque les candidats voient cela, ils se moquent de lui en lui demandant ce qu'il pense faire. Il taquine Su-hong en lui disant qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse apprendre la technique du signe volant simplement en la regardant. Su-hong les ignore et continue de s'entraîner à son mouvement, et pendant qu'il fait cela, son niveau de maîtrise ne cesse d'augmenter. En un rien de temps, le système l'informe qu'il a appris la technique, il est donc officiellement entré dans le stade débutant. Su-hong est heureux d'avoir enfin appris une technique de rang A. Cependant, il doit admettre que la technique est trop voyante, ce qui la rend embarrassante à exécuter. Comme il n'a jamais vu la version normale auparavant, il ne peut que copier ce que Xingge a montré. So-hong revient alors à la réalité, et puisqu'il a appris la technique, il se dit qu'il n'a plus besoin d'entrer dans la salle d'agilité. Su-hong pense à se rendre dans la salle des bêtes féroces pour chasser des bêtes afin de gagner des points d'arts martiaux pour augmenter sa vitalité. C'est alors que Su-hong remarque que les candidats le fixent du regard. Il se retourne et les entend parler de la façon dont ses mouvements sont super tape à l'œil, et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il a peut-être effectivement exécuté la technique de manière aussi voyante que Xingge. Su-hong s'enfuit immédiatement car il comprend que Xingge ne peut pas être son mentor en matière de technique de déplacement. Alors qu'il quitte les lieux, il remarque que quelqu'un pourrait le suivre, et il s'avère qu'il a raison, car les deux jumeaux de la Vendetta cherchent toujours à lui donner une leçon. Comme il se dirige vers la salle des bêtes féroces, il prévoit de bloquer la porte et de le passer à tabac lorsqu'il en sortira. Au même moment, Xiao et Tantuo semblent se défier pour savoir qui pourra tuer le plus de bêtes. So-hong arrive sur place et trouve les deux en train de se disputer, et comme il n'a jamais vu un utilisateur de télékinésie se battre auparavant, il décide d'observer avant d'aller chasser ses propres bêtes féroces. Xiao entre dans la pièce et, à la grande surprise de Su-hong, elle commence à flotter dans les airs. Puisque c'est une méthode que seuls les grands maîtres possèdent, Su-hong comprend qu'elle en est capable parce qu'elle est psychokinésiste. Comme si cela ne suffisait pas, Su-hong reste bouche bée en voyant Xiao abattre des monstres avec des rayons de lumière. Une bête tente de lancer une attaque surprise sur Xiao par derrière, mais elle attrape facilement la créature avec ses pouvoirs. Tenant la bête en place, elle l'abat sans pitié avec ses rayons de lumière. Su-hong comprend enfin que les rayons de lumière sont en réalité des fichus poignards. Après tout ce que Su-hong a vu Xiao accomplir, il comprend enfin pourquoi les utilisateurs de psychokinésie sont sacrément puissants. Xiao tombe sur un python géant et elle invoque une grande épée de lumière qu'elle utilise pour couper le serpent en deux en la lançant sur lui. Cela choque encore plus Su-hong, car il ne se souvient pas avoir vu la jeune fille tenir une arme auparavant. De plus, il sait qu'une arme aussi grande serait très lourde, ce qui signifie qu'elle peut faire cela parce que les psychokinésistes sont des humains complètement fous. Xingge informe les autres candidats que ce qu'il voit est un art martial réservé aux psychokinésistes et qu'il est de rang A. Les autres candidats sont surpris d'entendre cela, car c'est la première fois qu'ils en entendent parler. Les candidats lui demandent comment il sait tout cela, tout en lui demandant si Tantuo possède aussi une compétence de rang A. Xingge le confirme, et les candidats paniquent car ils le considèrent déjà comme un fou. Puisque les génies possèdent tous des techniques d'entraînement avancées, Su-hong se rend compte que le camp d'entraînement regorge de bons arts martiaux. Il est simplement heureux d'être venu au bon endroit. À ce moment-là, Su-hong observe Tantuo, mais à sa grande surprise, il ne se sert d'aucun art martial tout en terrassant les monstres.
Su Hong comprend rapidement que ce type n'est même pas prêt à dévoiler sa carte maîtresse. Néanmoins, il est convaincu qu'il trouvera un moyen d'apprendre de Tan Tuo plus tard. Il est impatient de devenir psychokinésiste, mais sa puissance spirituelle est faible. Comme il faut une puissance spirituelle de plus de 100 points, il se rend compte qu'il lui en manque encore 73. Avec le nombre de points dont il a besoin pour ce qu'il veut, Su Hong décide intérieurement qu'il va défier toute la zone, ce qui va le pousser à se lancer dans une véritable tuerie. Su Hong entre alors dans la pièce, et ses deux poursuivants assoiffés de vengeance décident de rester dehors, attendant de lui donner une leçon. Cependant, tout leur système devient incontrôlable lorsqu'ils voient le nombre de bêtes effrayantes que Su Hong veut affronter lui-même. Les deux pensent que Su Hong a vraiment perdu la tête, car défier une douzaine de bêtes féroces, c'est chercher la mort. Pris de panique, ils commencent même à envisager d'aller chercher un instructeur pour sauver Su Hong. Cependant, pour eux, il est déjà trop tard pour Su Hong, car ils sont convaincus qu'il va se faire déchiqueter par les monstres. Désormais dans la salle des bêtes, Su Hong provoque les monstres, les poussant à se ruer sur lui tous en même temps. Su Hong saute en arrière pour esquiver l'attaque initiale des ennemis avant de se ruer sur eux. Il frappe les monstres avec une telle force que leurs entrailles sont déchirées. Les jumeaux de la Vendetta restent sans voix, car Su Hong met en pièces des monstres que même des artistes martiaux de niveau intermédiaire auraient beaucoup de mal à affronter. À ce moment-là, l'un d'eux remarque que Su Hong utilise un jeu de jambes familier et il réalise alors qu'il a déjà copié la technique de Xingye qu'il utilise maintenant. Les deux étoiles se disputent car cela leur semble impossible. Les deux finissent par accepter la réalité et comprennent que Su Hong possède un talent fou pour avoir réussi à copier la technique d'un seul coup. L'un d'eux suggère immédiatement d'abandonner leur mission de vendetta et son collègue n'objecte même pas. Soudain, le gars veut reconsidérer sa décision, mais son ami lui montre ce que Su Hong vient de faire dans la salle d'entraînement. Il regarde au loin et voit que Su Hong a éliminé toutes les bêtes en seulement quelques minutes. Su Hong, de son côté, vérifie les points qui lui ont été attribués après avoir vaincu des bêtes de si haut niveau. Il se rend compte que ce n'est pas tant que ça, ce qui confirme son hypothèse. Plus il est fort, plus il lui est difficile d'accumuler des points. Avant même qu'il puisse prendre une minute de repos, d'autres monstres sortent de leur cachette et Su Hong se remet rapidement sur pied car il n'a pas le luxe de se reposer. L'un des monstres pense qu'il est judicieux de lancer une attaque surprise sur Su Hong par derrière, mais Su Hong réagit très rapidement et envoie le monstre dans l'au-delà d'un coup de poing. Su Hong libère une aura terrifiante qui fait réfléchir les bêtes à deux fois, mais il n'est pas question pour lui de leur laisser une seconde chance car il a besoin de leur valeur du Dao. Su Hong part à leur poursuite, exterminant les bêtes sans aucune pitié. À l'extérieur, la Vendetta décide finalement qu'il serait bon pour eux de se transformer en jumeaux du pardon. Les deux se rendent compte que ce serait mauvais pour eux si Su Hong les rencontrait là-bas. Ils s'éloignent rapidement et passent bientôt devant la salle de combat où les autres génies sont en train de l'utiliser. L'un de leurs collègues est surpris de les voir déjà de retour. Il leur demande comment s'est passée leur mission de vengeance, mais les deux ne peuvent répondre que nerveusement. Au fond d'eux-mêmes, les deux sont heureux d'avoir encore la tête sur les épaules. À ce moment-là, Xiao et Tan Tuo sortent de la salle des bêtes et Tan Tuo a obtenu un total de 280 points, tandis que Xiao en a eu 270. Leurs fidèles habituels commencent à les féliciter tout en comptant le nombre de monstres qu'ils ont tués. Quant à leur contribution avec le gilet lesté, Tan Tuo a 100 points, tandis que Xiao n'en a que 50. Cela signifie beaucoup pour leurs partisans, dont le meilleur score est de 30 points. À ce moment-là, ils commencent à parler de la puissance des génies à cause du nombre de bêtes qu'ils ont vaincues. Cependant, seuls les jumeaux indulgents savent qu'il existe un monstre spécial dans le camp d'entraînement qui surpasse le trio. Une heure plus tard, Su Hong a laissé derrière lui une montagne de cadavres dans la salle et il commence déjà à être épuisé. Cependant, il n'a même pas encore atteint son objectif de points. Néanmoins, il vérifie la montre d'entraînement et se rend compte qu'on lui a attribué 700 points. Sans hésiter, Su Hong se dirige vers le pavillon des arts martiaux. En arrivant au pavillon, Su Hong se rend à la réception. Il prend un journal sur la table pour lire le menu. Il est surpris de voir à quel point les compétences de rang A sont chères. L'employé lui demande alors s'il est prêt à passer sa commande. Au fond d'elle-même, l'employé n'a pas envie de s'occuper de Su Hong car elle pense qu'il va être à court d'argent. Lorsque Su Hong prend enfin sa décision, il dit à la dame qu'il veut les pilules de rassemblement d'esprit. Il demande à l'employé si c'est vrai qu'elles aident à renforcer l'esprit. Elle le confirme mais précise à Su Hong que cela ne fait effet qu'une seule fois. Su Hong commande rapidement la pilule de rassemblement d'esprit de niveau 4 et l'employé est stupéfaite lorsqu'il lui montre ses points. L'employé n'en croit pas ses yeux et comme la gentille fille qu'elle est, elle remet la pilule à Su Hong. Su Hong remercie la jeune femme et lui demande si elle a des lances en alliage qu'il pourrait acheter. Su Hong finit par épuiser tous ses points lorsqu'il achète celle de l'ours.
Il s'avère que celle que Su Hong a achetée est la lance à double attribut de feu de rang C. Su Hong se rend alors compte que ses statistiques se sont un peu améliorées, mais il a encore besoin de points Dao pour ce qu'il prévoit de faire. Su Hong ouvre ensuite la boîte que l'employé lui a donnée pour en sortir la pilule qui s'y trouve. Il avale la pilule et, en un rien de temps, il ressent les changements dans son corps. Avec détermination, il révèle qu'il va devenir un maître spirituel. Avec l'effet de la pilule qui commence à agir, Su Hong sent tous les nerfs épuisés de son corps se détendre. De plus, son esprit est devenu très clair, lui donnant la capacité de percevoir tout ce qui se passe autour de lui. Lorsque la pilule a fini d'agir, Su Hong est surpris de voir qu'elle a en fait augmenté sa puissance spirituelle de 24 points. Il calcule les points martiaux qu'il possède actuellement et se rend compte que même s'il les utilise tous, il lui manquerait encore 0,5% de ce dont il a besoin. Pour obtenir ces 0,5%, tout ce dont il a besoin, ce sont 5 points martiaux, ce qui équivaut à une bête vaincue. Avec cela, Su Hong regrette de ne pas avoir tué une bête de plus. Néanmoins, il ne peut pas regretter ce qui est déjà passé et il décide de se reposer afin de pouvoir s'en occuper le lendemain. Pendant ce temps, à l'entrepôt du camp d'entraînement, les instructeurs qui vont participer au raid ont été rassemblés. On leur remet des brochures pour qu'ils puissent consulter les candidats qui leur sont attribués. Alors que d'autres se voient attribuer les génies du camp, un certain type découvre qu'il est coincé avec Su Hong, qui n'a que 123 points de vitalité. Même ses amis lui demandent pourquoi on lui a attribué quelqu'un d'aussi nul que Su Hong. L'un d'eux pense que Chin a fait une erreur, mais Chin entre dans la pièce au bon moment pour leur faire savoir qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Le gars se permet alors de contester la décision de Chin, affirmant que ce type est un déchet. Cependant, Chin lui fait savoir que Su Hong n'est pas aussi simple qu'il en a l'air, car sa puissance de combat est comparable à celle des artistes martiaux de niveau avancé. Le groupe est choqué en entendant cela, car il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un qui n'a qu'un peu plus de 100 points de vitalité puisse défier un véritable artiste martial. Chin dit alors à l'officier assigné à Su Hong qu'il comprendra ce qu'il veut dire au moment où il l'affrontera. Le gars continue tout de même de se plaindre de toute cette mission, ce qui le force à lui donner une tape sur la tête. Il lui dit d'y aller à fond dès le début parce qu'il ne veut pas que Su Hong garde le moindre doute sur sa force. Le gars n'arrive toujours pas à croire qu'on s'attend à ce qu'il affronte un enfant aussi faible. Il demande même à Chin s'il a un problème avec Su Hong tout en lui disant qu'il ne sera pas tenu responsable s'il le blesse gravement. Chin sourit en entendant cela et encourage le gars à passer Su Hong à tabac pour qu'il puisse obtenir une récompense. Le gars accepte, et au fond de lui, il a hâte de s'occuper de Su Hong. Quelques instants plus tard, les assaillants se dirigent vers les dortoirs pour effectuer des exercices. Su Hong entend bientôt du chaos au loin, et alors qu'il y pense encore, la porte est découpée par l'homme lancé à ses trousses. Il manque de se faire couper en deux par l'épée tranchante de l'envahisseur, mais il disparaît avant que le coup ne soit porté. Su Hong attrape rapidement sa lance, et un combat s'engage entre les deux pendant que Su Hong se demande à quel point l'instructeur, Jin Feng, est fort. Jin Feng se vante de sa force, disant à Su Hong qu'il n'a vraiment pas de chance de tomber sur lui, et c'est à ce moment-là que Su Hong réalise que ce type vient des Myriad Races. Su Hong sourit, car c'est exactement ce qu'il recherchait. Su Hong comprend qu'il pourrait obtenir les 5 derniers points d'arts martiaux nécessaires pour devenir télékinésiste s'il bat Jin Feng. Jin Feng est choqué lorsqu'il se rend compte que Su Hong adopte réellement une posture de combat contre lui, le laissant se demander s'il a complètement perdu la tête. Leurs armes s'entrechoquent, et c'est à ce moment-là que Jin Feng réalise que la force de Su Hong est incroyable. En fait, sa force au combat est comparable à celle d'un artiste martial de niveau avancé, et Jin Feng confirme ainsi que son patron ne mentait pas. Soudain, il remarque qu'il y a autre chose, car un artiste martial de niveau 1 ne devrait pas posséder la puissance que Su Hong a actuellement. De son côté, Su Hong donne le meilleur de lui-même puisqu'il n'a jamais affronté de classe avancée auparavant. Il brandit sa lance entourée d'une aura, ce qui pousse Jin Feng à bondir en arrière, effrayé. Il commence à regretter ses actions car il s'est rendu compte que Su Hong n'est pas un rigolo. Néanmoins, Jin Feng est un artiste martial expérimenté, et il sait ce qu'implique un combat entre eux. Jin Feng libère alors ses arts martiaux de l'attribut feu, enveloppant son épée de flamme violette. Su Hong est en réalité stupéfait par cela, car c'est la première fois qu'il en voit un. Jin Feng se jette alors sur Su Hong tout en le provoquant, lui demandant comment il compte bloquer sa puissante attaque appelée la frappe enflammée. Ce que Jin Feng ignore, c'est que Su Hong a sa propre idée. Il se recouvre d'éclairs avant de bloquer l'attaque de Jin Feng, le repoussant en arrière. Le mur derrière Jin Feng est pulvérisé par la parade de Su Hong, laissant Jin Feng transpirer comme un bouc. Il n'en revient pas que Su Hong ait bloqué sa technique martiale de feu en extériorisant la foudre, et c'est à ce moment-là qu'il admet que Su Hong est un gamin terrifiant et talentueux. Cependant, il continue de le taquiner, lui disant qu'il semble mauvais en maniement de la lance avec l'attribut foudre, car sinon il n'aurait pas eu autant de mal à le vaincre. Su Hong admet qu'en réalité il ne sait pas le faire,
mais il décide de tenter quelque chose d'encore plus fou en mélangeant deux attributs, la foudre et le feu. Jin Feng commence à paniquer car il n'aurait jamais cru qu'une fusion d'attributs soit possible, mais Su Hong est en train de le faire sans difficulté juste devant lui. Jin Feng reste complètement stupéfait car il a toujours pensé que la fusion d'attributs n'était qu'un mythe. Il est toujours en panique lorsque Su Hong bondit vers lui avec une attaque puissante et Jin Feng tente de sauver son honneur en lançant une contre-attaque. Cependant, la puissance de Su Hong le submerge facilement et le projette à travers le mur, l'envoyant s'écraser au sol. Comme il vient de vaincre Jin Feng, Su Hong reçoit 7 points et il sourit car Jin Feng vient de lui offrir les points dont il avait besoin pour passer au rang de télékinésiste. Quelques secondes plus tôt, Shin et la femme artiste martiale attendent dehors, près du dortoir, un rapport. Chen pense que Su Hong doit déjà être en train de se faire passer à tabac et qu'après cela, il pourra le convaincre d'arrêter de poursuivre plusieurs techniques de guidage pour se concentrer sur une seule. C'est à ce moment-là que Jin Feng est projeté à travers le mur et s'écrase juste devant le grand maître. Il est complètement assommé et son visage est tuméfié à force d'avoir été battu. La femme et le grand maître restent complètement sous le choc car Su Hong vient de vaincre Jin Feng avec une facilité déconcertante. Au même moment, les trois génies ont vaincu leurs adversaires, les envoyant s'écraser à travers le mur exactement comme l'a fait Su Hong. Le trio sort du mur brisé et dit au grand maître qu'il aurait dû envoyer des adversaires plus forts car ceux-là sont vraiment nuls. Tan Tuo remarque alors qu'il y a 4 instructeurs vaincus au sol et que la personne qui a battu le quatrième a même terminé plus vite qu'eux. Xingje suppose que Jin Feng est faible, c'est pourquoi il a perdu contre son adversaire. Cependant, la femme artiste martiale sait que Jin Feng est en réalité le plus fort des 4. Qin n'est pas surpris que les 3 génies aient remporté la victoire, mais il sait que Su Hong est un artiste martial de rang 1 au stade initial, ce qui signifie qu'affronter un adversaire de rang 2 devrait être difficile, mais il a même terminé plus vite que les 3 génies. Il se demande comment il a pu faire cela, et soudain, un officiel arrive en courant pour dire à Qin qu'il vient de se passer quelque chose. Qin suppose qu'un élève a été tué, et il dit au type que c'est assez courant. Cependant, l'officiel dit à Qin qu'il s'agit de Su Hong, qui a utilisé la fusion d'attributs lorsqu'il combattait Jin Feng. Au début, Qin ne considère pas cela comme grave, mais dès que l'information fait tilt dans son esprit, il attrape l'officiel et lui demande s'il est sérieux. Le type révèle que Su Hong a en fait utilisé la foudre et le feu pour vaincre Jin Feng. Le type précise qu'il a vu cela à l'écran, mais qu'il est libre de demander à Jin Feng s'il pense qu'il ment. Jin Feng parvient à revenir à lui pour dire à Qin que Su Hong a vraiment utilisé la fusion d'attributs. Le grand maître panique à nouveau en révélant que le seul génie au monde capable de réaliser la fusion d'attributs y a consacré 12 ans, alors que Su Hong ne s'entraîne à cela que depuis 1 mois. Le grand maître commence à s'emballer à propos de toute cette histoire, et il se vante en disant que Su Hong est un prodige céleste descendu sur Terre sous forme humaine. La dame demande alors à Qin si la fusion d'attributs est vraiment aussi puissante qu'il le dit. Qin lui explique alors que la première personne à l'avoir réalisée a pu maîtriser 2 combattants de rang 2 alors qu'il n'était encore qu'au rang 1. La dame demande alors pourquoi on n'en parle pas davantage, et Qin mentionne que les recherches montrent que réaliser cette technique est extrêmement difficile, et qu'elle comporte aussi le risque de ruiner sa propre cultivation. Il leur dit que c'est en fait inutile, car on resterait coincé au rang 1 toute sa vie. Cependant, il est stupéfait de voir que Su Hong a réussi en seulement 1 mois, ce qui montre à quel point son niveau de compréhension est incroyable. En fait, il possède tous les attributs, ce qui signifie que ce serait écrasant s'il pouvait tous les combiner. Il pense que Su Hong a ce qu'il faut pour écraser les empereurs des myriades de races d'un seul coup. Ses assistants lui disent de se calmer car il exagère déjà toute l'histoire, étant donné que fusionner 2 attributs est déjà difficile en soi. À ce moment-là, Qin demande aux 2 de pardonner son excitation initiale et dit qu'il ne peut pas permettre à Su Hong de cultiver les 7 attributs, car il resterait bloqué à une fusion de 3 attributs, ce qui serait problématique. À ce moment-là, le gars mentionne que Su Hong a réussi à dominer Jin Feng grâce à sa force écrasante, et le grand maître le réprimande de ne pas avoir mentionné quelque chose d'aussi important plus tôt. Le trio reste sous le choc car Su Hong n'a qu'un peu plus de 100 points de sang vital, mais il a réussi à dominer Jin Feng qui en a 500. Qin leur dit alors que la constitution de Su Hong pourrait être légendaire et il décide qu'un match d'entraînement aura lieu le lendemain car il veut évaluer pleinement la force de combat et le sang vital de Su Hong. Il demande aux 2 d'amener les génies, Tan Tuo et les autres, pour affronter Su Hong, car il veut voir ce qui se passerait lorsqu'un phénomène comme Su Hong affronte les meilleurs génies du camp d'entraînement.